L'histoire s'intitule Le vampire du Sussex. Holmes avait attentivement lu une lettre que lui avait apportée le dernier courrier. Puis, avec le rire sec, qui chez lui pouvait passer pour un véritable éclat de rire, il me l'attendit. En fait de mélange moderne et de médiéval, de pratique et de sauvagement fantaisiste, je crois que ceci est un comble, me dit-il. Qu'en pensez-vous, Watson? Je lus ce qui suit. Carl's Old Jury, 19 novembre. Affaire vampire. Monsieur, notre client, monsieur Robert Fergusson, de Fergusson Muirhead, courtier en thé de Mincing Lane, nous a posé quelques questions par lettre à propos des vampires. Comme notre société est spécialisée exclusivement dans l'expertise des thés, l'affaire semble échapper à notre compétence. Aussi avons-nous recommandé à monsieur Fergusson, par ce même courrier, d'entrer en rapport avec vous et de vous soumettre son dossier. Nous n'avons pas oublié votre réussite dans l'affaire de Matilda Briggs. Nous sommes, monsieur, fidèlement vôtres. Morrison et Dodd. Matilda Briggs n'est pas le nom d'une jolie femme, Watson. C'était un navire qui fut mêlé à l'affaire du rat géant de Sumatra, histoire à laquelle le monde n'est pas encore préparé. Mais que savons-nous des vampires? Les vampires sont-ils aussi de notre compétence? Tout vaut mieux que l'inaction. Mais en vérité, je crois qu'on nous a branchés sur un conte de Grimm. Allongez le bras, Watson, et voyons un peu ce que nous indiquera la lettre V. Je me penchai en arrière pour m'emparer du gros volume de référence auquel il avait fait allusion. Holmes le posa en équilibre sur ses genoux, et ses yeux parcoururent lentement et avec amour la liste des vieilles affaires, mélangée avec des renseignements accumulés depuis plusieurs lustres. « Voyage du Gloria Scott », lut-il tout haut. « Vilaine affaire. J'ai vaguement le souvenir que vous avez raconté l'histoire, Watson, et que je me suis trouvé dans l'incapacité de vous féliciter de votre version des faits. Victor Lynch, le faussaire, venimeux lézard, le gila, un cas sortant tout à fait de l'ordinaire, celui-là. Victoria, la belle du cirque, Vanderbilt et le Yeggman, Vipère Vigor, la merveilleuse Hammersmith, brave vieil Index, imbattable. Écoutez bien, Watson, vampirisme en Hongrie et vampire en Transylvanie. Il tourna rapidement les pages, se pencha avec avidité sur sa découverte. Mais il rejeta bientôt le gros livre en poussant une exclamation de déception. Ça ne vaut rien, Watson, rien du tout. Qu'avons-nous à voir avec ces histoires de cadavres qui se promènent s'ils ne sont pas cloués dans leur tombeau par des pieux fichés en plein cœur? Nous sommes en pleine folie. Mais le vampire, objectai-je, n'est pas forcément un mort. Un être vivant pourrait être un vampire. J'ai lu, par exemple, quelque chose sur des monstres qui suçaient le sang des enfants pour conserver leur jeunesse. Vous avez raison, Watson, cette légende est mentionnée dans mon index. Mais prendrons-nous au sérieux de telles fariboles? Notre agence a les pieds sur terre, et j'entends qu'elle les y maintienne. Le monde est assez vaste pour notre activité. Nous n'avons pas besoin de fantômes. Je crains que nous ne puissions nous occuper de ce monsieur Fergusson. Après tout, cette autre lettre émane peut-être de lui, et contient-elle des renseignements plus précis sur ce qui le tracasse? Il prit une deuxième lettre que je n'avais pas remarquée sur la table, tant il était absorbé par la première. Il commença à la lire avec un sourire amusé, qui progressivement disparut pour faire place à une expression d'intérêt et de concentration mentale intense. Quand il eut fini, il demeura quelques instants silencieux, la lettre dansait entre ses doigts. Finalement, d'un mouvement brusque, il émergea de sa rêverie. Cheeseman's Lamberley. Où se trouve Lamberley, Watson? Dans le Sussex, au sud de Horsham. Pas très loin, hein? Et Cheeseman's? Je connais cette région, Holmes. Elle est pleine de vieilles maisons qui ont été baptisées du nom des hommes qui les ont construites il y a plusieurs siècles. Par exemple, Audleys, aux Harveys, aux Carringtons. Les gens ont sombré dans l'oubli, mais leurs noms vivent encore dans leurs maisons. En effet, dit Holmes, non sans froideur. L'une des caractéristiques de sa nature fière et indépendante était que, tout en enregistrant dans sa cervelle très rapidement et avec précision une nouvelle information,
Il témoignait rarement de la gratitude à celui qui la lui communiquait. Il reprit un peu plus tard. J'ai l'impression que nous allons mieux connaître Cheesemans, Lamberley, dans les heures qui suivent. Comme je l'avais espéré, cette lettre est de Robert Fergusson. D'ailleurs, il vous connaît. Il me connaît? Lisez plutôt. Il me fit passer la lettre. Elle portait en en-tête l'adresse mentionnée plus haut. Cher Monsieur Holmes, mes hommes de loi m'ont conseillé de m'adresser à vous, mais il s'agit d'une affaire si extraordinairement délicate qu'elle est très difficile à exposer. Elle concerne l'un de mes amis au nom duquel j'agis. Ce gentleman, il y a 5 ans, a épousé une péruvienne, fille d'un négociant péruvien, dont il avait fait la connaissance au cours d'un voyage d'importation de nitrate. La jeune fille était d'une grande beauté, mais sa qualité d'étrangère et sa religion éloignée de la nôtre entraînèrent bientôt des divergences sentimentales entre le mari et la femme. L'amour du mari s'attiédit et il ne tarda pas à se demander si leur union n'avait pas été une erreur. Il sentait qu'il ne pourrait jamais explorer et comprendre certains aspects de son caractère. Le plus pénible est qu'elle l'adorait et que selon toute apparence, elle lui était très attachée. Venons-en maintenant au sujet sur lequel je m'expliquerai mieux quand nous nous rencontrerons. Cette lettre n'a pour but que de vous fournir une idée générale de la situation et de vous demander si vous consentiriez à vous y intéresser. La femme de mon ami commença à manifester quelques traits curieux, très éloignés de sa douceur extraordinaire et de sa gentillesse naturelle. Son mari avait eu, d'une première femme, un fils. Cet enfant, qui a aujourd'hui 15 ans, est charmant, affectueux, bien que, malheureusement, il ait été victime d'un accident dans sa jeunesse. À 2 reprises, la femme de mon ami fut surprise en train de battre ce pauvre garçon qui ne l'avait nullement provoqué. Une fois, elle le frappa à coups de canne avec une telle violence qu'il en garda une faiblesse au bras. C'était peu néanmoins à côté de son comportement envers son propre fils, qui n'a pas encore 1 an. Il y a 1 mois, la nurse avait laissé l'enfant seul pendant quelques minutes. Un cri de bébé, un vrai cri de douleur, fit accourir la nurse. Quand elle entra dans la chambre, elle vit sa maîtresse, la mère du bébé, penchée au-dessus de l'enfant, à qui elle mordait le cou. Une petite blessure était visible sur le cou, et le sang s'en échappait. Horrifiée, la nurse voulut prévenir le père, mais la mère la supplia de n'en rien faire, et lui fit cadeau de 5 livres pour qu'elle se taise. Elle ne fournit de son acte aucune explication, et l'affaire fut passée au silence. Elle n'en laissa pas moins une terrible impression sur l'esprit de la nurse. Depuis, elle se mit à surveiller de près sa maîtresse et à monter la garde auprès du bébé qu'elle aimait tendrement. Il lui semblait que, tandis qu'elle surveillait la mère, celle-ci la surveillait également, et que chaque fois qu'elle devait quitter l'enfant, la mère n'attendait que ce prétexte pour s'en approcher. Jour et nuit, la nurse veillait sur le bébé. Jour et nuit, la mère paraissait aux aguets, comme le loup guette l'agneau. Cela doit vous sembler incroyable, pourtant, je vous demande de prendre ce récit au sérieux, car la vie d'un enfant et l'équilibre d'un homme sont en cause. Enfin, le jour terrible arriva, où les faits ne purent être dissimulés. Les nerfs de la nurse cédèrent. Incapable de supporter cette tension, elle libéra sa conscience devant le père. Réagissant comme vous peut-être aujourd'hui, il écouta la nurse comme s'il avait écouté une histoire de sauvage. Il savait que sa femme l'aimait et qu'elle était, exception faite de mauvais traitements qu'elle avait infligés à son beau-fils, une mère tendre. Pourquoi dès lors aurait-elle blessé leur cher petit bébé? Il répondit à la nurse qu'elle rêvait et que ses propos étaient dignes d'une hystérique, et qu'il ne tolérerait plus de tels racontars sur sa maîtresse. Pendant qu'ils discutaient, ils entendirent un cri de souffrance. La nurse et son maître se précipitèrent dans la nurserie. Imaginez les sentiments de mon ami, M. Holmes, quand il vit sa femme se redresser. Elle était agenouillée à côté du berceau, et le sang coulait sur le cou découvert de l'enfant et sur le drap. Il poussa une exclamation d'horreur, attira le visage de sa femme à la lumière. Elle avait du sang autour des lèvres. C'était elle, et sans le moindre doute, qui avait bu le sang du pauvre petit. L'affaire en était là, la mère maintenant recluse dans sa chambre, et n'y eut aucune explication. Mon ami est à moitié fou, il ne connaît, et moi non plus, pas grand-chose
sur le vampirisme, en dehors du nom. Nous avions cru que c'était des histoires de sauvages, dans des pays lointains. Et cependant, ici, au cœur du Sussex anglais, il existe. Nous pourrons en discuter ensemble demain matin. Me recevrez-vous? Emploierez-vous vos grandes facultés pour secourir un homme aux abois? Si vous acceptez, ayez l'obligeance de télégraphier à Ferguson, Cheesemans, Lamberley, et je serai chez vous demain à 10 h. Votre dévoué, Robert Ferguson. PS. Je crois que votre ami Watson a joué au rugby dans l'équipe de Blackheath, pendant que j'étais 3/4 de l'équipe de Richmond. C'est la seule introduction personnelle dont je puisse faire état. Bien sûr que je me souviens de lui, dis-je en reposant la lettre. Big Bob Ferguson, le meilleur 3/4 qu'ait jamais possédé Richmond. Il était enjoué, toujours de bonne humeur. Je le vois tout à fait se penchant avec sollicitude sur le cas d'un ami. Holmes me regarda du coin de l'œil et hocha la tête. Je ne connaîtrai jamais vos limites, Watson, fit-il. Vous êtes plein de possibilités inexplorées. Tenez, faites porter cette dépêche, comme le brave type que vous êtes. Examinerons votre cas avec plaisir. Votre cas? Nous n'allons pas le laisser sur l'impression que cette agence est dirigée par de faibles esprits. Voyons, c'est son propre cas à lui. Envoyez-lui ce télégramme et laissez l'affaire en repos jusqu'à demain matin. Ferguson se fit annoncer à 10 h précises. J'avais gardé de lui le souvenir d'un athlète long et mince à muscles souples, doué d'une jolie pointe de vitesse qui lui permettait de crocheter facilement l'arrière d'en face. Hélas, rien dans la vie n'est plus pénible que de voir l'épave d'un grand sportif qu'on a connu au summum de sa condition. Sa haute charpente était voûtée, ses cheveux blonds avaient presque totalement disparu, ses épaules étaient arrondies. Je crains d'avoir suscité chez lui une émotion correspondante. « Hello, Watson, me dit-il d'un ton encore profond et chaleureux. Vous ne ressemblez plus tout à fait à l'homme que vous étiez quand je vous ai balancé par-dessus les cordes dans la foule à Old Deer Park. J'ai dû changer un peu moi aussi, mais ce sont ces derniers jours qui m'ont fait vieillir. Votre télégramme, monsieur Holmes, m'a appris qu'il serait inutile que je me fasse passer pour le représentant de quelqu'un. Il est plus simple d'être direct, répondit Holmes. Certes. Mais vous pouvez imaginer comme il est malaisé de s'exprimer à l'égard de sa femme, à qui l'on doit aide et assistance. Que puis-je faire? Comment me rendre à la police avec une telle histoire? Et pourtant mes gosses ont le droit d'être protégés. Est-ce de la folie, monsieur Holmes? Est-ce un vice? Dans le sang? Avez-vous déjà rencontré un cas analogue? Pour l'amour de Dieu, conseillez-moi, car je suis au bout de mon rouleau. C'est bien naturel, monsieur Ferguson. Maintenant, asseyez-vous et reprenez votre sang-froid, car j'ai besoin de réponses précises et nettes. Je vous assure que moi, je ne suis pas du tout au bout de mon rouleau, et que je crois fermement que nous trouverons une solution. D'abord, dites-moi, quelles sont les décisions que vous avez prises? Votre femme se trouve-t-elle encore auprès des enfants? Nous avons eu une scène terrible. C'est une femme très amoureuse, monsieur Holmes. Si jamais une femme a aimé avec tout son cœur et toute son âme, c'est elle. Elle m'aime passionnément. Et elle a été déchirée parce que j'ai découvert son secret horrible, incroyable. Elle ne voulait même pas parler. Elle n'a pas répondu à mes reproches. Elle s'est contentée de me regarder dans les yeux avec une sorte de regard sauvage désespéré. Mais elle s'est précipitée dans sa chambre, où elle s'est enfermée. Depuis, elle a refusé de me voir. Elle a une femme de chambre qui la servait déjà avant notre mariage, qui s'appelle Dolores. Une amie plutôt qu'une domestique. C'est elle qui lui apporte ses aliments. L'enfant n'est donc pas en danger immédiat. La nurse, Madame Mason, m'a juré qu'elle ne le quitterait ni le jour ni la nuit. Je peux lui faire absolument confiance. Je suis moins tranquille pour le pauvre Jack qui, comme je vous l'ai dit dans ma lettre, a été maltraité 2 fois par ma femme. Mais elle ne l'a jamais mordu. Non, elle l'a frappé brutalement. C'est d'autant plus terrible qu'il s'agit d'un infirme inoffensif. La physionomie farouche de Ferguson s'adoucit. On croirait pourtant que la triste condition de mon cher enfant devrait attendrir n'importe quel cœur. Une chute et la colonne vertébrale déviée, monsieur Holmes. Mais il possède le cœur le plus affectueux, le meilleur qui soit. Holmes avait repris la lettre de la veille et la relisait.
Qui habite votre maison, monsieur Fergusson? 2 domestiques, qui ne sont pas chez nous depuis longtemps. Un garçon d'écurie, Michael, qui couche dans la maison, ma femme, moi-même, mon fils Jack, le bébé, Dolores et madame Mason, c'est tout. Je suppose qu'à l'époque de votre mariage, vous ne connaissiez pas très bien votre femme. Je ne la connaissais que depuis quelques semaines. Depuis combien de temps cette Dolores est-elle à son service? Quelques années. Dolores connaît donc mieux que vous le caractère de votre femme. Oui, vous avez raison. Holmes écrivit quelques mots. Je pense, dit-il, que je serai plus utile à Lamberley qu'ici. C'est par excellence un cas pour investigation personnelle. Si votre femme demeure dans sa chambre, notre présence ne peut ni l'ennuyer ni la gêner. Bien entendu, nous descendrons à l'auberge. Fergusson parut soulagé. C'est tout ce que j'espérais, monsieur Holmes. Il y a à 2 heures un excellent train à Victoria, si vous pouviez le prendre. Nous le prendrons. Le calme règne à Londres, je peux donc vous consacrer toute mon énergie. Watson, naturellement, m'accompagnera. Mais avant de partir, je voudrais obtenir quelques petites précisions de détail. Cette malheureuse femme, si j'ai bien compris, a été prise en flagrant délit contre les 2 enfants, son bébé et votre propre fils. Oui, mais ces mauvais traitements n'ont pas été les mêmes, n'est-ce pas? Elle a battu votre fils. Une fois avec une canne et une autre fois très brutalement avec ses mains. A-t-elle expliqué pourquoi elle l'a frappé? Elle a simplement dit qu'elle le détestait. Elle l'a répété à plusieurs reprises. Ce n'est pas nouveau chez les belles-mères. Nous dirons une jalousie posthume. Votre femme est-elle d'un tempérament jaloux? Oui, elle est très jalouse, jalouse avec toute la violence d'un amour tropical fanatique. Mais ce garçon, il a 15 ans, et il a sans doute l'esprit très développé puisque son corps a des capacités limitées. Ne vous a-t-il pas donné une explication sur ses attaques? Non, il m'a déclaré qu'il n'avait rien fait pour les mériter. En d'autres circonstances, étaient-ils bons amis? Non, jamais il y a eu de tendresse entre eux. Pourtant, vous m'avez dit qu'il était affectueux. Sur cette terre, je ne connais pas de fils plus attaché. Ma vie est toute sa vie. Il s'absorbe dans tout ce que je dis ou je fais. À nouveau, Holmes écrivit quelques mots. Pendant un moment, il réfléchit. Vous et votre fils étiez sans doute de bons camarades avant votre 2e mariage. Le deuil vous avait rapprochés, n'est-ce pas? En effet. Et l'enfant, de par sa nature très affectueuse, était fidèle probablement au souvenir de sa mère. Très fidèle. C'est certainement un garçon fort intéressant. Un autre détail au sujet de ses attaques et de ses agressions. Se sont-elles produites pour votre fils et sur le bébé à la même époque? La première fois, oui. Ça a été comme une sorte de frénésie qui s'était emparée d'elle et qu'elle assouvissait sa fureur sur les 2. La 2e fois, c'est Jack seul qui en a pâti. Madame Mason n'a rien remarqué sur le bébé. Voilà qui complique les choses, évidemment. Je ne vous suis pas très bien, monsieur Holmes. Peut-être. On élabore des théories provisoires et on attend que le temps ou des éléments nouveaux en démontrent la fausseté. Mauvaise habitude, monsieur Fergusson, mais la nature humaine est faible. Je crains que votre ami, monsieur Watson, n'ait vanté à l'excès mes méthodes scientifiques. Tout ce que je peux vous dire actuellement est que votre problème ne m'apparaît pas insoluble. Et vous pouvez compter sur nous pour le train de 2 heures à Victoria. C'est au soir d'une maussade journée brumeuse de novembre que, après avoir laissé nos bagages à Cheekers de Lamberley, nous nous fîmes voiturer à travers l'argile du Sussex, le long d'un interminable chemin en zigzag pour atteindre finalement l'ancienne ferme isolée où habitait Fergusson. C'était un grand bâtiment, très ancien au centre, très neuf aux ailes, avec des cheminées Tudor et un toit moussu à forte inclinaison. Les marches du perron étaient usées. Sur les vieilles pierres qui s'alignaient au-dessus du porche était gravé le rébus d'un fromage et d'un homme, d'après le nom du premier bâtisseur. À l'intérieur, les plafonds étaient chevronnés de lourdes poutres de chêne, et les planchers, inégaux, fléchissaient pour dessiner des courbures accentuées. Partout on respirait une odeur de vieux et de délabrement. Fergusson nous conduisit dans une très grande pièce centrale ou dans une immense
cheminée, à l'ancienne mode pourvue d'une plaque en fer datée de 1670, brûlait allègrement un magnifique feu de bûche. Je regardais la pièce, singulier mélange disparate d'époques et de continents. Les murs à demi recouverts de boiseries devaient dater du premier propriétaire, du XVIIe siècle. Ils étaient cependant ornés, dans la moitié inférieure, d'une rangée de peintures à eau, modernes et de bon goût. Au-dessus, là où le plâtre jaune succédait au chêne, était accrochée toute une belle collection d'instruments et d'armes de l'Amérique du Sud, qu'avait rapporté, sans doute, la péruvienne d'en haut. Holmes se leva avec cette curiosité alerte qui lui était particulière, et examina attentivement. Il se retourna, ses yeux étaient pensifs. « Oh !» s'écria-t-il. « Oh !» Un épagneul était sorti d'un panier dans l'angle. Il avançait lentement vers son maître. Il marchait avec difficulté. Ses pattes de derrière fonctionnaient irrégulièrement et sa queue traînait par terre. Il alla lécher la main de Fergusson. « Qu'y a-t-il, monsieur Holmes ?»« Le chien. Qu'a le chien ?» Le vétérinaire est bien intrigué. Une sorte de paralysie, du myéloméningite, m'a-t-il dit, mais elle est en voie de disparition. Il sera bientôt rétabli, n'est-ce pas, Carlo? Un frémissement approbatif courut le long de la queue pendante. Les yeux tristes du chien nous interrogèrent. Il savait que nous discutions de son cas. Cela lui est-il arrivé tout à coup? En une seule nuit. Il y a longtemps? 4 mois environ. Très intéressant, très instructif. Qui voyez-vous, monsieur Holmes? Une confirmation de mon pronostic. Au nom du ciel, quel est votre pronostic, monsieur Holmes? Il s'agit peut-être pour vous d'un simple puzzle intellectuel, mais pour moi c'est la vie et la mort. Ma femme est une soi-disant meurtrière, mon enfant constamment en danger. Ne jouez pas avec moi, monsieur Holmes, c'est trop terriblement grave. Le gros 3/4 de rugby tremblait de tous ses membres. Holmes posa doucement une main sur son bras. Je redoute que vous n'ayez à souffrir, monsieur Fergusson. Quelle que soit la solution, dit-il, je vous épargnerai au maximum. Pour le moment, je ne veux pas vous en dire davantage. Mais avant d'avoir quitté cette maison, j'espère pouvoir être plus précis. Que Dieu vous entende. Si vous voulez bien m'excuser, messieurs, je vais monter dans la chambre de ma femme et voir s'il n'y a rien de nouveau. Il s'absenta quelques minutes, que Holmes occupa à examiner de nouveau les curiosités suspendues au mur. Quand notre hôte revint, son visage défait nous apprit qu'il n'avait accompli aucun progrès. Il ramenait avec lui une grande fille mince au visage basané. « Le thé est prêt, Dolores, dit Fergusson. Veillez à ce que votre maîtresse ait tout ce qu'elle désire. Elle est très malade, cria la fille, en regardant son maître avec indignation. Elle ne peut pas manger. Elle est très malade. Elle a besoin d'un médecin. J'ai peur de rester avec elle seule, sans médecin. Fergusson me regarda. Dans ses yeux, je lus une question. Je serais très heureux de pouvoir être utile. Votre maîtresse voudra-t-elle voir le docteur Watson? Je le fais monter, pas besoin de sa permission, il le faut un médecin. Je vous accompagne tout de suite. Dolores tremblait d'une forte émotion. Je la suivis dans l'escalier et le long d'un vieux couloir qui aboutissait à une porte massive cloutée de fer. Et je me dis que si Fergusson voulait parvenir de force jusqu'à sa femme, il aurait du mal. La femme de chambre tira une clé de sa poche et les vieux ais de chêne craquèrent sur les gonds antiques. J'entrai. Elle colla à mes talons. Elle referma la porte derrière nous. Sur le lit était étendue une femme qui, visiblement, avait une forte fièvre. Elle n'était qu'à demi consciente quand j'entrai. Je vis toutefois une paire d'yeux magnifiques, mais épouvantés, qui me regardaient avec terreur. Voyant sa prochaine inconnue, elle sembla rassurée et retomba en soupirant sur les oreillers. Je prononçai quelques mots destinés à la mettre en confiance, et elle ne bougea pas pendant que je prenais son pouls et sa température. L'un et l'autre étaient nettement supérieurs à la normale. Toutefois, j'eus l'impression que son état était plutôt la conséquence d'une excitation mentale et nerveuse que d'une véritable maladie. « Elle est comme ça depuis 2 jours, j'ai peur qu'elle ne meure, dit Dolores.
Madame Fergusson tourna vers moi son visage enfiévré. « Où est mon mari ?»« En bas. Il désirerait vous voir. »« Je ne veux pas le voir. Je ne le verrai pas. » Puis elle me parut livrée au délire. « Un démon. Un démon. Que ferais-je avec ce diable? Puis-je vous aider d'une façon ou d'une autre? Personne ne peut m'aider, c'est fini. Tout est détruit. Quoi que je fasse, tout est anéanti. » Elle semblait se faire étrangement illusion. Je ne pouvais pas me représenter l'honnête Fergusson sous la forme d'un diable ou d'un démon. « Madame, lui dis-je, votre mari vous aime tendrement. Il souffre beaucoup de ce qui est arrivé. » De nouveau, elle tourna vers moi ses yeux merveilleux. « Il m'aime, oui. Mais moi, est-ce que je ne l'aime pas? Est-ce que je ne l'aime pas assez pour me sacrifier plutôt que de briser son cher cœur? Voilà comment je l'aime. Et pourtant, il a pu penser de moi, et il a pu parler de moi ainsi. Il est plein de chagrin et il ne peut pas comprendre. Non, il ne peut pas comprendre, mais il devrait me faire confiance. Ne voulez-vous pas le voir, suggérai-je. Non. Je ne puis oublier ces mots terribles et ces regards sur son visage. Je ne peux pas le voir. Partez maintenant. Vous ne pouvez rien pour moi. Dites-lui seulement ceci. Je veux mon enfant. J'ai des droits sur mon enfant. Tel est le seul message que je peux lui adresser. Je revins en bas. Fergusson et Holmes étaient assis près du feu. Fergusson écouta avec tristesse le récit de mon entretien. « Comment puis-je lui envoyer l'enfant, dit-il. Comment saurais-je à quelle impulsion elle obéira? Comment oublierais-je que je l'ai vu se lever à côté du berceau avec du sang autour de ses lèvres? » Ce souvenir le fit frissonner. « L'enfant est en sécurité avec Madame Mason, reprit-il. Il restera là. » Une servante accorte avait apporté le thé. Pendant qu'elle emplissait les tasses, la porte s'ouvrit et un jeune garçon pénétra dans la pièce. C'était un enfant peu banal, pâle de visage, blond, avec des yeux bleu clair qui s'allumèrent d'une flamme d'émotion et de joie quand ils se posèrent sur son père. Il courut et passa son bras autour du cou de son père avec l'abandon d'une amoureuse. « Oh papa, s'écria-t-il, je ne savais pas que vous étiez déjà rentré. Autrement je serais venu à votre rencontre. Oh, je suis si content de vous voir. » Fergusson se dégagea doucement de cette étreinte, non sans embarras. « Mon cher petit garçon, dit-il en lui caressant la tête avec tendresse, je suis revenu de bonne heure parce que mes amis M. Holmes et le docteur Watson ont accepté de descendre jusqu'ici et de passer une soirée avec nous. »« C'est M. Holmes, le détective ?» ?»« Oui. » Le jeune garçon nous dévisagea d'un regard très pénétrant et aussi, me sembla-t-il, très peu amical. « Et votre autre enfant, M. Fergusson, s'enquit Holmes. Pourrions-nous faire la connaissance du bébé? » « Demandez à Madame Mason de descendre le bébé, » dit Fergusson. Le jeune garçon sortit. Sa démarche bizarre, traînante, m'informa qu'il souffrait d'une faiblesse de la colonne vertébrale. Il revint bientôt. Derrière lui apparut une grande femme maigre qui portait dans ses bras un très beau bébé aux yeux noirs, aux cheveux d'or. Fergusson lui était évidemment très attaché, le prit dans ses bras, le cajola avec une tendresse touchante. « Je m'étonne bien que quelqu'un ait eu le courage de lui faire du mal, » murmura-t-il en regardant la petite cicatrice rouge sur la gorge du chérubin. À ce moment, par hasard, je regardai Holmes et je vis sa physionomie se durcir. Son visage était aussi rigide que s'il avait été sculpté dans du vieil ivoire, et ses yeux, qui s'étaient portés sur le père et le bébé, fixaient à présent avec une curiosité passionnée un point situé de l'autre côté de la pièce. Suivant son regard, je compris qu'il observait à travers la fenêtre le jardin détrempé et mélancolique. Il est vrai qu'un volet était à demi clos derrière les vitres et obstruait la vue, mais néanmoins c'était certainement sur la fenêtre que Holmes concentrait toute son attention. Puis il sourit, et ses yeux se reportèrent sur le bébé. Sur son cou bien rose, il y avait une petite marque rouge. Sans dire un mot, Holmes l'examina avec soin. Finalement, il secoua l'un des poings à fossettes qui se tendaient vers lui. « Bonsoir, petit homme, vous avez fait un curieux départ dans la vie. Nurse, je souhaiterais vous dire un mot en particulier. »
Il la prit à part et lui parla sérieusement pendant quelques minutes. Je n'entendis que la dernière phrase. « Vos angoisses, je l'espère, touchent à leur terme. » La nurse, qui semblait être une sorte de personne revêche et taciturne, se retira avec le bébé. « À quoi ressemble Madame Mason ?» demanda Holmes. « Elle n'est peut-être pas d'un physique très avenant, comme vous avez vu, mais elle a un cœur d'or et elle aime beaucoup les enfants. » « Et vous, Jack, aimez-vous Madame Mason ?» Brusquement, Holmes s'était tourné vers le jeune garçon, dont le visage mobile expressif s'assombrit. Jack secoua négativement la tête. Jackie est un passionné, capable de détester autant que d'aimer, commenta Fergusson en passant un bras autour de son fils. Par chance, je suis de ceux qui l'aiment. Le garçon se mit à roucouler et blottit sa tête contre l'épaule de son père. Celui-ci se dégagea. « Allez-vous-en, petit Jackie » commanda-t-il avec gentillesse. D'un regard aimant, il suivit son fils pendant qu'il sortait de la pièce. Puis il se retourna vers Holmes. « Je crois, monsieur Holmes, que je vous ai entraîné dans une affaire stupide, car que pouvez-vous d'autre que de me témoigner votre sympathie? De votre point de vue, vous devez la trouver singulièrement délicate et complexe. »« Elle est sûrement délicate, répondit mon ami en souriant. Mais je ne la crois pas trop complexe. Elle a été à l'origine d'une affaire de déduction intellectuelle. Mais quand cette déduction intellectuelle originelle se trouve confirmée point par point par un certain nombre d'incidents fortuits, alors le subjectif devient objectif. Et nous pouvons déclarer en confiance que le but est atteint. En fait, j'avais formé mes conclusions avant mon départ de Baker Street, et le reste n'a été qu'observation et confirmation. Fergusson posa sa grosse main sur son front plissé. « Au nom du ciel, monsieur Holmes, s'écria-t-il, si vous connaissez la vérité, ne me tenez pas en suspens. Que dois-je faire? Peu importe la manière dont vous avez découvert les faits, du moment que vous les avez bel et bien découverts. Je vous dois une explication et vous l'aurez. Mais permettez-moi de régler l'affaire à ma façon. Madame Fergusson est-elle capable de nous recevoir, Watson? Elle est malade, mais elle est très raisonnable. Bien, c'est seulement en sa présence que nous pouvons tout éclaircir. Montons chez elle. Elle ne veut pas me voir, cria Fergusson. Oh, si elle voudra bien, fit Holmes, qui écrivit quelques lignes sur une feuille de papier. Vous, Watson, vous avez vos entrées. Aurez-vous la bonté de mettre ce billet à Madame Fergusson? Je remontai l'escalier et tendis le billet à Dolores, qui avait entrouvert précautionneusement la porte. 1 minute plus tard, j'entendis un cri à l'intérieur de la chambre, cri où la joie et la surprise me parurent mêlées. Dolores sortit. « Elle veut bien les voir, dit-elle. Elle écoutera. » J'appelai Fergusson et Holmes. Quand nous entrâmes, Fergusson avança vers sa femme qui s'était redressée dans le lit, mais qui le repoussa d'un geste de la main. Il s'effondra dans un fauteuil. Tandis que Holmes, après s'être incliné devant Madame Fergusson, qui le contemplait avec une stupéfaction visible, prit place sur une chaise à côté de lui. « Je pense que nous pouvons nous passer de Dolores, dit Holmes. « Oh, très bien, madame, si vous préférez qu'elle reste, je n'y vois aucune objection. Monsieur Fergusson, je suis un homme très occupé et très demandé. J'userai donc d'une méthode simple et directe, la chirurgie la plus rapide et la moins douloureuse. Je vous dirai d'abord ce qui vous apaisera. Madame Fergusson est une femme très bonne, très aimante, à l'égard de qui vous avez commis une grande injustice. » Fergusson sursauta en poussant une exclamation de joie. « Prouvez-moi cela, monsieur Holmes, et je serai votre débiteur pour toujours. »« Je vais vous le prouver, mais je vous préviens que cette démonstration vous fera cruellement souffrir par ailleurs. Je ne m'en soucie pas, du moment que vous lavez ma femme de tout soupçon. Rien sur la terre ne saurait se comparer à cela. Alors je vais vous dire le raisonnement qui s'est enchaîné dans ma tête à Baker Street. L'idée d'un vampire m'a tout de suite semblé absurde. En Angleterre, il ne se commet pas de tels crimes. Et cependant, vous aviez fait une observation précise. Vous aviez vu votre femme se relever du berceau de votre bébé avec du sang sur les lèvres. Oui. N'avez-vous jamais pensé qu'une blessure pouvait être sucée dans un autre but que pour en aspirer le sang? Dans l'histoire de l'Angleterre, une reine n'a-t-elle pas sucé une blessure de ce genre pour en retirer le poison?
Du poison? Vous avez ici des souvenirs de l'Amérique du Sud. J'avais par instinct détecté la présence de ces armes sur le mur avant que mes yeux les eussent aperçues. Le poison aurait pu avoir une autre origine, mais j'avais pensé à ces armes. Quand j'ai vu le petit carquois vide à côté de l'arc pour oiseaux, c'était exactement ce que j'avais pressenti. Si le bébé était piqué par l'une de ces flèches trempées dans du curare ou autre drogue diabolique, la mort serait venue si le poison n'avait pas été immédiatement absorbé. Et le chien, si quelqu'un avait eu l'intention d'utiliser ce poison, ne l'aurait-il pas d'abord essayé? Bien sûr, il n'avait rien perdu de sa force. Je n'avais pas perdu le chien, mais quand je l'ai vu à moitié paralysé, j'ai compris aussitôt. Cette expérience cadrait tout à fait avec ma construction intellectuelle. Comprenez-vous à présent? Votre femme redoutait ce genre d'attaque. Elle en a vu une et elle a sauvé la vie du bébé. Mais elle n'a pas voulu vous dire toute la vérité, car elle savait que vous aimiez votre fils et elle craignait de briser votre cœur. Jackie? Je l'ai surveillé tandis que vous berciez le bébé il y a un instant. Mon visage était parfaitement réfléchi sur la vitre de la fenêtre, derrière laquelle le volet formait un fond noir. J'ai vu une jalousie et une haine cruelle. Je ne me rappelle pas en avoir jamais vu autant sur une figure d'homme. Mon Jackie! Vous devez faire front, monsieur Fergusson. Cela vous sera d'autant plus pénible que c'est un amour déformé, une tendresse excessive à votre endroit, et aussi, sans doute à l'égard de sa mère défunte, qui ont inspiré ses actes. Son âme se consume dans la haine qu'il a vouée à ce bébé splendide, dont la beauté et la santé contrastent avec sa propre infirmité. Mon Dieu, c'est incroyable. Ai-je dit la vérité, madame? Madame Fergusson sanglotait, le visage enfoui dans les oreillers. Elle se tourna vers son mari. Comment pouvais-je vous le dire, Bob? Je me doutais de la gravité du coup qui vous accablerait. Il valait mieux que j'attende que la vérité vous soit connue par d'autres lèvres que par les miennes. Quand ce gentleman qui a un pouvoir magique m'a écrit qu'il savait tout, j'étais si heureuse. Ma prescription pour maître Jackie serait 1 année en mer, dit Holmes en se levant. Une seule chose n'est pas encore éclaircie, madame. Nous pouvons parfaitement comprendre que vous ayez battu Jackie. La patience d'une mère a ses limites. Mais comment avez-vous osé laisser l'enfant depuis 2 jours? J'avais mis madame Mason au courant. Parfait, c'est ce que j'avais supposé. Fergusson, bouleversé, se tenait à côté du lit. Il tendit à sa femme ses grosses mains tremblantes. C'est l'heure, Watson, où je suppose que nous devons nous esquiver, me chuchota Holmes. Si vous prenez un coude de la trop fidèle Dolores, je prendrai l'autre. Quand il eut refermé la porte derrière lui, il ajouta: Je pense que nous pouvons les laisser conclure l'affaire entre eux. Sur cette aventure, je n'ai retrouvé qu'une note postérieure. C'est la lettre qu'écrivit Holmes pour répondre à celle par laquelle le récit débuta. La voici. Baker Street, 21 novembre. Affaire vampire. Monsieur, en réponse à votre lettre du 19, je vous prie de noter que je me suis livré à l'enquête demandée par votre client, monsieur Fergusson, de Fergusson et Muirhead, courtier en thé, et qu'une conclusion satisfaisante a été donnée à l'affaire, avec mes remerciements pour votre recommandation. Je suis, monsieur, votre dévoué, Sherlock Holmes. Fin. L'histoire s'intitule L'aventure de Shoscombe Old Place. Pendant un long moment, Sherlock Holmes demeura penché au-dessus d'un microscope à faible grossissement. Puis il se redressa et me décocha un regard de triomphe. « C'est de la colle, Watson, incontestablement de la colle. » Jetai un coup d'œil sur ces objets éparpillés dans le champ. J'approchai mon visage de l'oculaire et le réglai à ma vue. Ces poils sont des fils d'un veston de tweed. Les masses grises irrégulières sont de la poussière. Il y a des écailles épithéliales sur la gauche. Ces taches brunes au centre sont indubitablement de la colle.
Je veux bien, dis-je en riant. Je suis disposé à vous croire sur parole. Quelque chose en dépend? C'est une très belle démonstration, me répondit-il. Dans l'affaire de San Pancras, vous vous rappelez sans doute qu'une casquette avait été trouvée à côté du cadavre du policeman. L'accusé a nié qu'elle lui appartenait. Or, il est encadreur et il manipule régulièrement de la colle. C'est l'une de vos affaires? Non. Mon ami et mes rivales de Scotland Yard m'avaient demandé conseil. Depuis que j'ai coincé mon faux monnayeur par la limaille de zinc et de cuivre qui se trouvait dans la couture de sa manchette, on commence à mesurer l'importance du microscope. Il regarda sa montre avec impatience. Un nouveau client devrait venir, mais il est en retard. À propos, Watson, êtes-vous compétent en course de chevaux? Je devrais l'être. La moitié de ma pension d'invalidité y est passée. Alors vous serez mon guide pratique du turf. Qui est Sir Robert Noberton? Le nom vous dit-il quelque chose? Oui, il habite à Shoscombe Old Place, que je connais bien car j'y ai pris mes quartiers d'été. Une fois, Noberton a failli mériter votre attention. Comment cela? Le jour où il a infligé une terrible correction à coups de cravache à Sam Brewer, le fameux usurier de Curzon Street. Il l'a presque tué. Tiens, il paraît intéressant. Se laisse-t-il aller souvent à la violence? Il a en tout cas la réputation d'un homme dangereux. C'est le cavalier le plus casse-cou de toute l'Angleterre. Deuxième au grand national il y a quelques années. Il a raté son époque. Il aurait fait un parfait dandy au temps de la Régence. C'est un boxeur, un athlète, un joueur effréné, un don Juan. D'après les on-dit. Il se trouverait dans une situation financière si embarrassée qu'il pourrait ne jamais remonter la pente. Excellent, Watson, un croquis parfait. Il me semble que je le connais déjà. Maintenant, pouvez-vous me donner une idée de Shoscombe Old Place? Uniquement ceci. C'est situé au centre de Shoscombe Park, et la célèbre écurie et le centre d'entraînement de Shoscombe se trouvent dans la propriété. Et le chef entraîneur, ajouta Holmes, s'appelle John Mason. Ne soyez pas surpris de ma science, c'est une lettre de lui que je manie en ce moment. Mais donnez-moi davantage de détails sur Shoscombe. J'ai l'impression que j'ai mis au jour un filon. Il y a les épagnols de Shoscombe, dis-je. Vous vous entendez parler à chaque exposition canine. La race la plus pure d'Angleterre. Ils sont l'orgueil de la châtelaine de Shoscombe Old Place. La femme de Sir Robert Noberton, je suppose. Sir Robert ne s'est jamais marié. C'est aussi bien si je songe aux perspectives. Il vit chez sa sœur, une veuve, Lady Beatrice Falder. Vous voulez dire que c'est elle qui vit chez lui? Non, le propriétaire était son défunt mari, Sir James Norberton. Il n'a aucun titre à faire valoir sur le domaine. C'est seulement un usufruit, et le domaine fera retour aux frères de Sir James. En attendant, elle collecte les fermages chaque année. Et son frère Robert, sans doute, dilapide l'argent des 10 fermages. À peu près. C'est un diable d'homme qui ne doit pas procurer à sa sœur une existence paisible. Je crois pourtant qu'elle lui est attachée. Mais qu'est-ce qui ne va pas à Shoscombe? Ah, voilà justement ce que j'ai besoin de savoir. Mais j'entends le pas, j'espère, de celui qui nous le dira. La porte s'ouvrit et le groom introduisit un homme de grande taille rasé, qui affichait sur sa physionomie une expression de fermeté et d'austérité que l'on ne trouve que chez les éducateurs d'enfants ou de chevaux. M. John Mason gouvernait un bon nombre d'enfants et de chevaux, et il me parut égal à sa tâche. Il s'inclina avec une froide dignité avant de s'asseoir sur la chaise que Holmes lui avait avancée. « Vous avez reçu mon mot, monsieur Holmes ?» ?»« Oui, mais il n'a rien expliqué. Il s'agissait d'une chose trop délicate pour être confiée à du papier. Trop compliquée aussi. Je ne pouvais vous l'exposer que face à face. Eh bien, nous sommes à votre disposition. Premièrement, monsieur Holmes, je crois que mon maître, Sir Robert, est devenu fou. Holmes haussa le sourcil. Nous sommes à Baker Street et non dans Harley Street, fit-il. Mais pourquoi croyez-vous qu'il est devenu fou? Ma foi, monsieur, quand quelqu'un fait quelque chose de bizarre une fois, 2 fois, cela peut s'expliquer, mais quand il ne fait que des choses bizarres,
Alors vous commencez à vous étonner. Je crois que chose comme Prince et le derby lui ont fait perdre la tête. Il s'agit d'un poulain que vous entraînez. Le meilleur espoir anglais, monsieur Holmes, et je prétends m'y connaître. Je serai franc avec vous, messieurs, car je sais que vous êtes deux hommes d'honneur et que mes propos ne sortiront point de cette pièce. Si Sir Robert veut absolument gagner le derby, il est pris à la gorge, c'est la dernière chance. Tout l'argent qu'il peut se procurer ou emprunter, il le met sur le cheval. Et à une belle cote. Aujourd'hui, vous pouvez l'avoir encore dans les 40 contre 1. Mais quand il a commencé à parier, c'était du 100 contre 1. Comment cela, puisque le cheval est si bon? Le public ne sait pas que le cheval est bon. Sir Robert a été malin. Il promène le demi-frère de Prince. C'est celui-là qu'il montre. Vous ne pourriez pas les distinguer l'un de l'autre. Mais entre eux, il y a une différence de 2 longueurs par 200 mètres de galop. Il ne pense plus à rien qu'au cheval de course. Il joue toute sa vie dessus. Jusqu'ici, il a maintenu les Juifs à distance. Mais si Prince est battu, il est fini. C'est un jeu désespéré, pourtant, où intervient la folie? Ah, d'abord, il faudrait que vous le voyiez. Je crois qu'il ne dort pas la nuit. Il descend à toute heure aux écuries. Il a des yeux de sauvage. Ses nerfs ne tiennent pas le coup. Et puis, il y a sa conduite à l'égard de Lady Béatrice. Ah, quelle sorte de conduite! Ils ont toujours été les meilleurs amis du monde. Ils avaient le même goût. Elle aimait les chevaux autant que lui. Tous les jours, à la même heure, elle descendait en calèche pour les voir. Elle avait surtout un faible pour Prince. Le poulain dressait l'oreille quand il entendait les roues sur le gravier. Et chaque matin, il trottait jusqu'à la voiture pour avoir son morceau de sucre. Mais tout cela est terminé maintenant. Pourquoi? Eh bien, elle semble avoir perdu tout intérêt pour les chevaux. Voilà bien une semaine qu'elle passe près des écuries sans jamais plus qu'un bonjour. Ils se seraient disputés? Si oui, une dispute terrible, féroce, avec beaucoup de rancœur à la clé. Autrement, pourquoi se serait-il débarrassé de l'épagnole qu'elle aimait comme s'il avait été son enfant? Il y a quelques jours, il l'a donné au vieux Barnes, qui tient l'auberge du Dragon Vert, à 5 kilomètres de Choscombe, à Crendal. Voilà qui semble bizarre, assurément. Étant donné qu'elle a le cœur malade et qu'elle est hydropique, il était bien normal qu'elle ne se promenât point avec lui. Mais chaque soir, il passait 2 heures dans sa chambre. Il pouvait être gentil, car elle a été pour lui un véritable chic copain. Fini tout cela. Il ne va plus jamais la voir. Elle en a gros sur le cœur. Elle est maussade, elle boude, et elle boit. Elle boit, monsieur Holmes, comme un poisson. Buvait-elle avant cette brouille? Oui. Elle prenait volontiers un verre. Mais à présent, c'est une bouteille par soirée qu'il lui faut. C'est ce que Stevens, le maître d'hôtel, m'a affirmé. Tout est changé, monsieur Holmes. Il y a quelque chose de sacrément pourri à la base de ce changement. Et puis, tenez, voulez-vous me dire pourquoi le maître descend chaque soir dans la vieille crypte de l'église, et quel est l'homme qui l'y rencontre? Holmes se frotta les mains. Poursuivez, monsieur Mason. Vous me passionnez de plus en plus. C'est le maître d'hôtel qui l'a vu s'y rendre, à minuit sous une pluie battante. Le lendemain, je me suis pas couché. Bien sûr, le maître est reparti là-bas. Stevens et moi, nous l'avons suivi, mais c'était risqué, car s'il nous avait vus, ça aurait bardé. Il a des poings terribles quand il s'emballe, et il n'épargne personne. Alors nous avions peur de le serrer de trop près. Mais nous l'avons quand même pisté, c'était à la crypte hantée qu'il se rendait. Et un homme l'attendait là-bas. Une crypte hantée? Oui, monsieur, une vieille chapelle désaffectée dans le parc, si ancienne que personne ne peut en dire la date. Dessous, il y a une crypte qui a mauvaise réputation dans le pays. De jour, l'endroit est obscur, humide, isolé, mais on trouverait peu de volontaires pour y aller la nuit. Oh, le maître ne craint rien. Lui, il n'a jamais eu peur de toute sa vie. Mais qu'y fait-il à cette heure de la nuit? Attention, fit Holmes, vous dites qu'il y avait un autre homme, certainement l'un de vos valets d'écurie ou quelqu'un de la maison. Vous n'avez qu'à l'identifier et l'interroger. Je ne le connais pas. Comment le savez-vous? Parce que je l'ai vu, monsieur Holmes. C'était la 2e nuit. Sir Robert a fait demi-tour
et à passer près du buisson où Stevens et moi, nous frissonnions comme deux Jeanne au lapin, car il y avait un peu de lune, et nous avons entendu l'autre qui marchait derrière. Quand Sir Robert a pris du champ, nous sommes sortis de notre buisson, comme si nous avions eu envie de faire un tour au clair de lune. Et nous sommes tombés droit sur lui, fortuitement, vous comprenez. Je l'ai interpellé. « Et là, qui êtes-vous donc ?» je lui ai demandé. Je crois qu'il ne nous avait pas entendus. Il nous regardait par-dessus son épaule avec une figure comme s'il avait vu le diable sortant de l'enfer. Il a poussé un petit cri et il a détalé aussi vite qu'il le pouvait, dans l'obscurité. À la course, il est imbattable, ça je lui accorde. 1 minute plus tard, il avait disparu. Qui il était, ce qu'il voulait, nous n'en savons rien. Mais vous l'avez bien vu au clair de lune. Oui, je pourrais juger qu'il est jaune comme un coin, avec une tête de chien maigre, si j'ose dire. Que peut-il avoir de commun avec Sir Robert? Holmes demeura méditatif. Qui t'y accompagnait, Lady Béatrice? Demanda-t-il enfin. Sa femme de chambre, Carrie Evans. Elle est depuis 5 ans à son service. Et elle lui est dévouée? M. Mason parut embarrassé et mal à l'aise. Elle est assez dévouée, fit-il, mais je ne préciserai pas à qui. Ah! Je ne veux pas raconter les cancans du pays. Je comprends tout à fait, monsieur Mason, la situation est claire. D'après le portrait que le docteur Watson m'avait brossé de Sir Robert, j'avais déduit qu'aucune femme n'était en sécurité auprès de lui. Ne pensez-vous pas que la brouille entre le frère et la sœur trouverait là son explication? Il y a longtemps que le scandale est public. Peut-être l'ignorait-elle, supposons qu'elle l'ait subitement découvert. Elle cherche à se débarrasser de la fille et son frère ne le lui permet pas. Infirme, elle ne dispose d'aucun moyen pour exiger l'exécution de sa volonté. La femme de chambre détestée demeure à son service. Lady Béatrice refuse de parler, boude, boit. Dans sa mauvaise humeur, Sir Robert lui retire son épagnol favori. Est-ce que tout cela n'est pas cohérent? Oui, sans doute. Jusque-là. Voilà, jusque-là. Mais comment expliquer alors les visites nocturnes à la crypte? Nous ne pouvons pas les faire cadrer dans ce schéma. Non, monsieur, et il y a encore autre chose qui ne cadre pas. Pourquoi Sir Robert veut-il déterrer un cadavre? Holmes se dressa comme mu par un ressort. Nous nous en sommes aperçus qu'hier, après que je vous ai écrit. Hier, Sir Robert devait se rendre à Londres. Aussi, Stevens et moi sommes allés à la crypte. Nous y sommes descendus. Tout était normal, monsieur, sauf que dans un coin, il y avait un débris de corps humain. Vous avez alerté la police, je suppose. Notre visiteur sourit. Ma foi, monsieur, je pense que notre découverte n'aurait guère intéressé les policiers. Il ne s'agissait que de la tête et de quelques ossements d'une momie, qui pouvait être vieille de 1000 ans. Mais ces débris n'étaient pas là auparavant, cela je le jure, et Stevens aussi. Ils étaient rangés dans un angle et recouverts d'une planche. Auparavant, cet angle avait toujours été dégarni. Qu'en avez-vous fait? Nous les avons laissés là. Vous avez bien fait. Vous m'avez dit que Sir Robert était absent hier. Est-il rentré? Nous attendons son retour pour aujourd'hui. Quand Sir Robert s'est-il dessaisi du chien de sa sœur? Cela fait juste 1 semaine aujourd'hui. L'épagnol aboyait, hurlait même près du vieux kiosque. Sir Robert était ce matin-là dans l'une de ses crises de mauvaise humeur. Il l'attrapa et je crus qu'il allait le tuer. Mais il le donna à Sandy Bain, le jockey, en lui disant d'aller le porter au vieux Barnes du Dragon Vert, parce qu'il ne voulait plus jamais le revoir. Holmes alluma la plus vieille et la plus culottée de ses pipes. « Je ne me rends pas très bien compte de ce que vous désirez que je fasse dans cette affaire, monsieur Mason. Ne pouvez-vous pas me le préciser un tant soit peu? » Voici qui vous le précisera peut-être, répondit le visiteur. Il tira de sa poche un journal qu'il déplia soigneusement. Il tendit à Holmes un fragment d'os carbonisé. Mon ami l'examina avec intérêt. Où l'avez-vous trouvé? Dans la cave, sous la chambre de Lady Béatrice. Il y a la chaudière du chauffage central. Depuis quelque temps, on l'avait éteinte. Mais Sir Robert s'est plaint du froid et on l'a rallumée. C'est Harvey, l'un de mes garçons, qui s'en occupe.
Ce matin, il est venu m'apporter cet os. Il l'avait trouvé en ratissant les cendres. Ça ne lui avait pas plu. À moi non plus, dit Holmes. Qu'en pensez-vous, Watson? Il était calciné, réduit à une forme de cendre noire, mais sa signification anatomique était hors de doute. C'est un condyle supérieur d'un fémur humain, affirmai-je. Exactement. Holmes était devenu très grave. Quand ce garçon s'occupe-t-il de la chaudière? Il la remplit chaque soir, c'est tout. Par conséquent, n'importe qui peut s'y rendre pendant la nuit. Oui, monsieur. Peut-on y entrer par l'extérieur? Il y a une porte à l'extérieur. Une autre porte ouvre sur un escalier qui aboutit au couloir où se trouve la chambre de Lady Béatrice. Nous sommes dans des eaux profondes, monsieur Mason, profondes et sales. Vous dites que Sir Robert n'était pas chez lui la nuit dernière. Il n'y était pas, monsieur. Donc ce n'est sûrement pas lui qui a brûlé l'os. C'est vrai, monsieur. Comment s'appelle l'auberge dont vous avez parlé? Le Dragon Vert. Est-ce que la pêche est fructueuse dans cette région du Berkshire? Le brave entraîneur nous fit comprendre par le jeu de sa physionomie qu'il était convaincu qu'un nouveau Maboul venait d'entrer dans son existence pénible. Ma foi, monsieur, j'ai entendu dire qu'il y a de la truite dans la rivière du Moulin et du brochet dans le lac du château. Cela nous suffira. Watson et moi, nous sommes de fameux pêcheurs. N'est-ce pas, Watson? Vous pourrez nous joindre au Dragon Vert. Nous y arriverons ce soir. Inutile de vous préciser, monsieur Mason, que nous ne voulons pas vous voir, mais vous pourrez toujours nous faire porter un mot. Et si j'ai besoin de vous, je saurai bien vous trouver. Quand nous aurons un peu approfondi l'affaire, je vous ferai part d'une opinion motivée. Voilà pourquoi, par un soir lumineux de mai, Holmes et moi, nous nous trouvâmes installés dans un compartiment de première classe et munis d'un billet pour l'arrêt facultatif de Choscombe. Le filet à bagages au-dessus de nos têtes était rempli d'un formidable assortiment de cannes, de moulinets et de paniers. Parvenus à destination, nous louâmes une voiture qui nous déposa rapidement devant une auberge à l'ancien style, dont le sportif propriétaire, Josiah Barnes, entra avidement dans nos vues pour la mise à mort de tous les poissons des environs. « Que pensez-vous du lac du château et des brochets qui sont dedans ?» interrogea Holmes. Le visage de l'aubergiste s'assombrit. « N'y comptez pas, monsieur, vous pourriez vous trouver dans le lac avant d'en avoir attrapé un. Et pourquoi? À cause de Sir Robert, monsieur. Il a la haine des espions. Si vous, deux étrangers au pays, vous approchiez des écuries, il s'occuperait de vous. Aussi sûr que le destin. Il n'aime pas courir les risques inutiles. Sir Robert, oh non. On m'a dit qu'il avait un cheval engagé dans le derby. Oui, et aussi un bon poulain. Nous avons misé sur lui tout notre argent, comme Sir Robert. À propos, il nous dévisagea en réfléchissant. Je suppose que vous n'êtes pas vous-même des gens du turf. Non, vraiment. Nous ne sommes que deux Londoniens fatigués qui avons terriblement besoin d'un peu d'air pur du Berkshire. Alors vous avez trouvé le bon endroit. Mais attention à ce que je vous ai dit sur Sir Robert. Il est ce genre d'homme qui cogne d'abord et qui s'explique après. Ne vous approchez pas du parc. Bien sûr, monsieur Barnes. Dites, à qui était ce bel épagnol qui geignait dans l'entrée tout à l'heure? Vous pouvez le dire qu'il est beau, mon chien. De la pure race de Choscombe. Il n'y en a pas un de plus beau en Angleterre. Je suis comme vous, j'aime beaucoup les chiens, dit Holmes. Si je ne suis pas indiscret, combien peut valoir une bête pareille? Plus que je ne pourrais le payer, monsieur. C'est Sir Robert en personne qui m'en a fait cadeau, voilà pourquoi je le tiens en laisse. Si je ne l'attachais pas, il serait de retour au hall en 5 secs. Quand l'aubergiste nous eut quittés, Holmes me dit: « Nous avons quelques cartes dans notre main, Watson. Le coup n'est pas facile à jouer, mais dans un jour ou deux, nous aurons peut-être découvert l'astuce idoine. Je crois que Sir Robert est encore à Londres. Nous pourrions peut-être pénétrer ce soir dans ce domaine sacré sans risquer la bagarre. Il y a quelques détails dont j'aimerais avoir personnellement confirmation. Vous avez une théorie, Holmes? Celle-ci seulement. Watson, quelque chose s'est produit il y a 8 jours environ qui a transformé la vie de Choscombe Old Place. Qu'est-ce que c'est? Nous ne pouvons l'imaginer que par ses conséquences.
qui me semble bizarrement mêlé. Mais ce mélange même devrait nous aider. C'est uniquement le dossier terne, incolore, vide qui est désespérant. Reconsidérons nos éléments. Le frère ne rend plus visite à sa bien-aimée sœur infirme. Il se débarrasse de son chien favori. Le chien de sa sœur, Watson. Ce détail ne vous suggère rien? Rien d'autre que la rancune du frère. Peut-être, ou bien... Oui, je vois une autre hypothèse. Reprenons notre examen de la situation depuis le moment où a commencé cette dispute. Si dispute il y a. Lady Béatrice garde la chambre, modifie ses habitudes, est invisible sauf lorsqu'elle sort en voiture avec sa femme de chambre, refuse de s'arrêter aux écuries pour caresser son cheval préféré et apparemment se met à boire. Le dossier est complet, je crois. Il manque l'affaire de la crypte. Là, c'est un autre raisonnement. Il y a deux raisonnements et je vous serai reconnaissant de ne pas les confondre. Le raisonnement A, celui qui concerne Lady Béatrice, fleure plutôt sinistrement, vous ne trouvez pas? Je ne sais quoi penser. Allons, prenons maintenant le raisonnement B, celui qui concerne Sir Robert. Il est enragé pour gagner le derby. Il est aux mains des créanciers à tout moment, le domaine peut être vendu, et ses écuries saisies par ses créanciers. C'est un audacieux, prêt à tout. Il tire ses revenus de sa sœur, la femme de chambre de cette sœur, et son instrument docile. Jusqu'ici, nous sommes sur un terrain solide, non? Mais la crypte. Ah oui, la crypte. Supposons, Watson, c'est une superstition scandaleuse, une hypothèse que j'avance pour le plaisir d'argumenter. Supposons que Sir Robert ait fait disparaître sa sœur. Mon cher Holmes, c'est hors de question. Vraisemblablement, Holmes, si Sir Robert appartient à une famille honorable, mais chez les aigles, vous trouvez parfois un charognard. Admettons un moment que cette hypothèse soit exacte. Il ne peut pas quitter le pays avant d'avoir refait fortune, et il ne peut pas refaire cette fortune qu'en gagnant le derby avec Prince. Donc il lui faut encore tenir bon, sans bouger. Pour cela, il doit se défaire du corps de sa victime, et lui trouver une remplaçante qui se fasse passer pour elle. Avec la femme de chambre dans le secret, ce n'est pas impossible. Le corps de Lady Béatrice peut être porté dans la crypte, endroit peu fréquenté, et clandestinement brûlé la nuit dans la chaudière en laissant des vestiges dans le genre de celui que nous avons vu. Que dites-vous de cela, Watson? À partir du moment où vous prenez au sérieux une hypothèse aussi monstrueuse, tout est possible. Je pense à une petite expérience que nous pourrions tenter demain, Watson. En attendant, nous avons à nous conformer à nos personnages. Je vous propose donc d'offrir à notre hôte un verre de son vin et de lui tenir des propos élevés sur les anguilles et les vandoises, conversation qui lui ira droit au cœur. On ne sait jamais, en bavardant, nous apprendrons peut-être quelque chose d'utile. Le matin, Holmes s'aperçut que nous étions partis, sans nos hameçons spéciaux pour les brochetons, ce qui nous dispensa de pêcher pour la journée. Vers 11 heures, nous sortîmes pour faire un tour, et il obtint l'autorisation d'emmener l'épagnole noire. « Voici l'endroit, me dit-il, quand nous arrivâmes devant une double grille surmontée de griffons héraldiques. Vers midi, m'a dit M. Barnes, la vieille dame se promène en voiture, laquelle ralentit pour l'ouverture de la grille. Quand elle arrivera, et avant qu'elle reprenne de la vitesse, je vous demande, Watson, d'arrêter le cocher en lui posant la première question venue. Ne vous occupez pas de moi, je me posterai derrière ce buisson de houx et je verrai ce que je pourrai voir. » Nous n'eûmes pas longtemps à attendre. Un quart d'heure plus tard, nous aperçûmes la grosse calèche jaune décapotée qui descendait l'avenue, attelée de 2 magnifiques chevaux gris. Holmes s'accroupit derrière son houx avec le chien. Je demeurai négligemment sur la route. Un concierge sortit en courant pour ouvrir la porte. La voiture avait ralenti, les chevaux marchaient au pas. J'eus donc le temps de bien regarder les occupantes. Une jeune femme plantureuse, qui avait les cheveux filasses et des yeux impudents, était assise sur la gauche. À sa droite se tenait une vieille personne voûtée et emmitouflée de châle qui lui couvrait le visage et les épaules. C'était certainement l'infirme. Quand les chevaux atteignirent la grande route, je levai le bras avec autorité. Le cocher s'arrêta
et lui demander si Sir Robert était à Shoscombe Old Place. Au même instant, Holmes sortit de sa cachette et lâcha l'épagneul, qui, avec un jappement joyeux, s'élança vers la voiture et grimpa sur le marchepied. En moins d'une seconde, sa joyeuse frénésie se transforma en une colère furieuse, et il chercha à mordre la robe noire. « En route !» ordonna une voix dure. Le cocher fouetta ses chevaux. Nous demeurâmes seuls sur la route. « Eh bien, Watson, ça a marché !» s'écria Holmes en rattachant le chien. Il a cru que c'était sa maîtresse et il a découvert que c'était quelqu'un d'autre. Les chiens ne se trompent pas. « Mais c'était la voix d'un homme !» m'exclamai-je. En effet, nous avons un atout de plus dans notre main, Watson, mais il nous faut jouer serré malgré tout. Mon compagnon ne sembla pas avoir d'autres plans pour la journée. Aussi, emportâmes-nous notre attirail de pêche près de la rivière du Moulin. Et le soir, nous eûmes un plat de truite pour le dîner. Ce n'est qu'après le repas que Holmes manifesta l'intention de prendre un peu d'exercice. Nous partîmes sur la route que nous avions suivie le matin, et nous arrivâmes à la grille du parc. Une haute silhouette sombre nous attendait. Je reconnus notre nouveau client, M. John Mason, l'entraîneur. « Bonsoir, messieurs, nous dit-il. J'ai reçu votre billet, monsieur Holmes. Sir Robert n'est pas encore rentré, mais nous l'attendons pour ce soir. »« À quelle distance du château se trouve la crypte ?» demanda Holmes. « 400 mètres au moins. Alors je pense que nous n'avons pas à nous préoccuper de lui. Allons-y ensemble. »« Je ne peux pas me permettre d'y rester avec vous, monsieur Holmes. Dès qu'il arrivera, il voudra me voir pour avoir des nouvelles de Prince. Je comprends. Dans ce cas, nous opérerons sans vous, monsieur Mason. Montrez-nous la crypte et laissez-nous ensuite. » Il faisait noir comme de l'encre, pas de lune. Mason nous conduisit à travers les prairies jusqu'à ce qu'apparut, en face de nous, une masse confuse. C'était l'ancienne chapelle. Nous pénétrâmes par un trou béant qui avait été autrefois le porche, et notre guide trébuchant sur des pierres nous précéda jusqu'à un angle de l'édifice. Là, un escalier raide descendait dans la crypte. Il frotta une allumette, et l'endroit s'éclaira de mélancolie. Des murs croulants, faits de pierres grossièrement équarries, des cercueils en plomb et en pierre, étaient rangés sur un côté, empilés jusqu'à la voûte à arête du toit, qui se perdait dans l'ombre au-dessus de nos têtes. Holmes avait allumé sa lanterne. Il projeta un rayon jaune sur ce spectacle de désolation. Le rayon se réfléchissait sur les plaques des cercueils. La plupart d'entre elles ornaient du griffon et de la couronne de cette vieille famille, qui arborait ses titres jusqu'aux portes de la mort. « Vous nous avez parlé d'ossements, monsieur Mason. Pourriez-vous nous les montrer avant que vous partiez ? Ils sont ici, dans ce coin. » L'entraîneur avança puis demeura pétrifié quand notre lanterne éclaira l'endroit indiqué. « Ils n'y sont plus, fit-il. « Je m'y attendais, dit Holmes, avec un petit rire. J'imagine qu'on pourrait retrouver leurs cendres dans la chaudière, qui en a déjà consumé une partie. Mais pourquoi diable quelqu'un s'amuse-t-il à brûler des os d'un cadavre de 1000 ans ? Demanda James Mason. Voilà pourquoi nous sommes ici, répondit Holmes, pour répondre à cette question. Comme nos recherches peuvent être longues, nous ne vous retiendrons pas. Je crois néanmoins que nous aurons trouvé la solution avant le matin. Une fois John Mason parti, Holmes se mit au travail. D'abord, il examina très attentivement les tombeaux les uns après les autres, en commençant par un très ancien cercueil, saxon sans doute, et remontant par une ligne normande de Hugo et d'Odo, jusqu'à ce que nous arrivions à ceux très XVIIIe siècle, de Sir William et de Sir Denis Falder. Au bout d'une heure, Holmes parvint à un cercueil en plomb qui se trouvait devant l'entrée de la voûte. J'entendis son petit cri de satisfaction, et je vis à ses gestes hâtifs, mais précis, qu'il était arrivé au but. Avec sa loupe, il examina soigneusement les bords du lourd couvercle. Puis il tira de sa poche une sorte de petit pince-monsieur qu'il glissa dans un interstice, et il entreprit de soulever tout le devant, qui semblait n'être attaché que par 2 crampons. Le couvercle céda, dans un bruit d'arrachement, de déchirure. Mais à peine s'était-il relevé, en révélant une partie de l'intérieur du cercueil, qu'une interruption imprévue se produisit. Quelqu'un marchait dans la chapelle au-dessus. Le pas était rapide et ferme, le pas de quelqu'un qui venait dans un but déterminé et qui connaissait bien les êtres. Un filet de lumière descendit l'escalier, précéda la forte stature d'un homme
qui se tint debout dans l'arcade d'entrée. Il était imposant par la taille, farouche dans son attitude. La grosse lanterne d'écurie qu'il tenait devant lui éclaira un visage dur, moustachu, des yeux méchants, qui inspectèrent tous les recoins de la crypte avant de se poser sur nous avec stupéfaction. « Qui diable êtes-vous » tonna-t-il. « Et que faites-vous chez moi ?» Comme Holmes gardait le silence, il avança de 2 marches et brandit la lourde canne qu'il portait. « M'entendez-vous » cria-t-il. « Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ?» Son gourdin dessina des moulinets. Mais au lieu de reculer, Holmes se porta au-devant de lui. « J'ai aussi une question à vous poser, Sir Robert, » dit-il de sa voix la plus assurée. « Qui est-ce ? Et que fait-elle ici ?» Il se retourna et leva complètement le couvercle du cercueil qui était derrière lui. À la lueur de la lanterne, j'aperçus un cadavre enveloppé dans un drap, de la tête aux pieds. Un visage affreux de sorcière, tout en nez et en menton, apparut à une extrémité avec des yeux ternis et vitreux. Le baronnet avait reculé en titubant. Il poussa un cri et s'appuya contre un sarcophage de pierre. « Comment avez-vous pu être au courant » cria-t-il. Et puis sa truculence reprit le dessus. « Est-ce votre affaire ?»« Je m'appelle Sherlock Holmes, » déclara mon compagnon. « C'est un nom que vous connaissez peut-être. En tout cas, mon affaire, comme celle de tout bon citoyen, est de faire observer la loi. Il me semble que vous avez grandement à répondre devant elle. » Sir Robert lança un regard furieux à Holmes, mais celui-ci avait parlé d'une voix calme, et son assurance fit son effet. « Devant Dieu, monsieur Holmes, je n'ai rien fait, dit-il. Les apparences sont contre moi, je l'admets, mais je ne pouvais pas agir autrement. Je serais heureux de partager votre opinion, mais je crains que vos explications ne puissent s'adresser qu'à la police. » Sir Robert haussa ses larges épaules. « Eh bien, s'il le faut, ce sera la police. Venez néanmoins chez moi, vous jugerez de l'affaire par vous-même. » Un quart d'heure plus tard, nous nous trouvâmes réunis dans la salle d'armes du vieux château. Elle était confortablement meublée. Sir Robert nous y laissa quelques instants. Quand il revint, il était accompagné de 2 personnes. L'une était la florissante jeune femme que nous avions vue dans la calèche, l'autre un petit homme à face de rat qui avait des manières désagréablement furtives. Tous 2 avaient l'air très étonnés visiblement. Le baronnet n'avait pas eu le temps de leur expliquer la nouvelle tournure des événements. « Voici, » nous désigna Sir Robert, « monsieur et madame Norlett. Madame Norlett, sous son nom de jeune fille Evans, a été pendant quelques années la femme de chambre de confiance de ma sœur. Je les ai fait venir ici parce que je comprends que ma seule chance est de vous expliquer la vérité, et parce que ce sont les 2 seules personnes au monde qui peuvent confirmer ce que je vais vous dire. Est-ce nécessaire, Sir Robert? Avez-vous pensé à ce que vous faisiez? S'écria la femme. Quant à moi, je dénie toute responsabilité, fit son mari. Sir Robert lui lança un regard de mépris. Je revendique toute la responsabilité, dit-il. Maintenant, monsieur Holmes, écoutez ma déclaration, elle sera d'une franchise totale. Vous êtes déjà bien assez au courant de mes affaires, sinon je ne vous aurais pas trouvé là, où je vous ai rencontré. Vous savez donc déjà, selon toute vraisemblance, que j'ai engagé dans le derby un cheval que personne ne connaît, et que je mise sur son succès. Si je gagne, tout va bien, si je perds, eh bien je n'ose pas y penser. Je comprends votre situation, dit Holmes. Je dépends complètement de ma sœur Béatrice, mais elle n'a l'usufruit du domaine que pendant sa vie. En ce qui me concerne, je suis aux mains des créanciers. J'ai déjà appris que le jour où ma sœur mourrait, mes créanciers se jetteraient sur mes biens comme une bande de vautours. Tout serait saisi, mes écuries, mes chevaux, tout. Eh bien, monsieur Holmes, ma sœur est morte, il y a tout juste 8 jours. Et vous ne l'avez dit à personne. Que pouvais-je faire? Ça aurait été la ruine absolue. Par contre, si je cachais ce décès durant 3 semaines, j'avais encore une chance de m'en tirer. Le mari de sa femme de chambre, cet homme, est acteur. Il me vint à l'idée qu'il pourrait se faire passer pour ma sœur pendant ce bref laps de temps. En somme, il ne s'agissait que de la montrer chaque jour dans sa voiture puisque personne n'avait besoin d'entrer dans sa chambre, sauf sa femme de confiance. Ce n'était pas difficile à arranger. Ma sœur était morte de l'hydropésie qui la faisait souffrir depuis si longtemps. Ce sera au coroner de l'établir. Son médecin certifiera volontiers que depuis des mois ses symptômes annonçaient une fin imminente. Soit. Qu'avez-vous fait? Le corps ne pouvait pas rester ici. La première nuit, Norlett et moi la transportâmes dans un vieux kiosque, toujours fermé, et où personne ne va. Mais nous fûmes suivis par son épagneul favori, qui resta à japper devant la porte. Il fallait toujours un endroit plus sûr. Je me débarrassai du chien, et nous portâmes le corps dans la crypte de la chapelle. Il ne se passa rien d'indigne, ni d'irrespectueux, monsieur Holmes. Je n'ai pas le sentiment que j'ai fait injure à la morte.
Votre conduite me semble inexcusable, Sir Robert. Le baronnet secoua la tête avec impatience. Il est facile de prêcher, dit-il. Si vous vous étiez trouvé dans ma situation, vous jugeriez peut-être différemment. On ne peut pas voir tous ses espoirs et tous ses projets balayés au dernier moment sans essayer de se sauver quand même. Il m'a semblé à moi que ce serait pas un indigne lieu de repos, si nous la déposions dans l'un des tombeaux des ancêtres de son mari. Sur un sol encore consacré, nous avons ouvert l'un des cercueils, retiré les ossements qu'il contenait, et nous y avons placé ma sœur. Comme vous l'avez vu, quant aux ossements que nous avions retirés, nous ne pouvions pas les laisser par terre, dans la crypte. Non, les témoins, nous les avons ramenés au château, et la nuit, ils descendaient les brûler dans la chaudière. Voilà mon histoire, monsieur Holmes, bien que je ne sache pas encore comment vous m'avez forcé la main pour vous la dire. Holmes demeura quelque temps à méditer en silence. Dans votre récit, Sir Robert, il y a un point faible. Vos paris sur la course, par conséquent, vos espoirs, pour l'avenir auraient été encore valables si vos créanciers avaient saisi vos biens. Le cheval aurait été saisi lui aussi, et que leur importaient mes paris. Très vraisemblablement, il n'aurait pas fait courir. Prince. Mon principal créancier est malheureusement mon pire ennemi, un bandit sans scrupules, Sam Brewer, que j'ai dû cravacher une fois à Newmarket Heath. Imaginez-vous qu'il m'aurait épargné. Eh bien, Sir Robert, dit Holmes en se levant, cette affaire doit être portée bien entendu à la police. Il était de mon devoir de l'éclaircir, voilà qui est fait. Je ne vais pas au-delà. Pour ce qui est de la moralité ou de la décence de votre conduite personnelle, ce n'est pas à moi de porter un jugement. Il est près de minuit, Watson, je crois que nous pouvons réintégrer notre modeste logis. Tout le monde sait que ce singulier épisode se conclut sur une note plus heureuse que ne le méritaient les actes de Sir Robert. Prince remporta le derby, son propriétaire gagna net 80 000 livres avec ses paris. Les créanciers avaient attendu que la course fût courue. Ils furent alors désintéressés et il resta assez d'argent pour rétablir Sir Robert sur un pied digne de sa famille. La police et le tribunal considérèrent avec indulgence les faits incriminés. Après avoir reçu un blâme pour avoir tardé à déclarer le décès de sa sœur, l'heureux propriétaire sortit indemne de l'aventure. Et tout donne à penser à présent qu'ayant survécu à de telles ombres, il terminera honorablement son existence. Fin. L'histoire s'intitule « Les propriétaires de Reigate ». Au printemps de 1887, la santé de mon ami M. Sherlock Holmes s'était trouvée ébranlée par un surmenage excessif. L'affaire de la compagnie de Hollande et Sumatra et les projets du baron Maupertuis sont encore trop présents à la mémoire du public et trop intimement liés à de délicats problèmes politiques et de finances pour trouver place dans cette galerie de croquis. Ils furent pourtant l'origine indirecte d'une démonstration par mon ami de l'excellence d'une arme nouvelle qu'il n'avait pas encore utilisée dans sa guerre aux criminels. Si je me réfère à mes notes, je constate que le 14 avril, je reçus un télégramme de Lyon, m'avisant que Holmes, malade, était alité à l'hôtel Dulon. Dans les 24 heures, j'étais à son chevet. À mon grand soulagement, je ne découvris rien de grave dans les symptômes de son mal. Sa constitution de fer, cependant, n'avait pas résisté à la tension d'une enquête qui s'était prolongée pendant 2 mois. Au cours de cette période, il n'avait jamais travaillé moins de 15 heures par jour. Il lui était même arrivé, m'affirma-t-il, de ne pas se reposer 1 heure pendant 5 jours d'affilée. Le succès éclatant qui couronna ses efforts ne le mit pas à l'abri d'une réaction. Et tandis que l'Europe retentissait du bruit fait autour de son nom, que sa chambre était jonchée de télégrammes de félicitations, dans lesquels on s'enfonçait jusqu'à la cheville, je le trouvais en proie à la plus noire des dépressions. Il savait qu'il avait réussi là où les polices de 3 pays avaient échoué, et qu'il avait déjoué toutes les manœuvres les plus habiles des filous d'Europe. Cela ne suffisait pas à le tirer de sa prostration nerveuse. 3 jours plus tard, nous étions de retour à Baker Street. Mais il était évident que mon ami tirerait le plus grand profit d'un changement d'air, et j'avoue que la perspective de passer une semaine à la campagne n'était pas personnellement pour me déplaire. Mon vieux camarade le colonel Hayter, que j'avais soigné en Afghanistan, s'était rendu acquéreur d'une maison près de Reigate, dans le Surrey, et il m'avait souvent invité à passer quelques jours chez lui. La dernière fois que je l'avais vu, il m'avait formellement déclaré que si mon ami voulait m'accompagner, il serait heureux de le recevoir avec moi.
Il me fallut user d'un peu de diplomatie. Mais quand Holmes apprit que notre hôte était célibataire et qu'il jouirait de la plus entière liberté, il se laissa persuader. Une semaine après notre retour de Lyon, nous nous trouvions donc sous le toit du colonel. Hayter était un bon vieux soldat qui avait beaucoup voyagé, et comme je l'avais prévu, il se découvrit avec Holmes de nombreux traits communs. Au soir de notre arrivée, nous étions réunis après un dîner dans la salle d'armes. Holmes s'allongea sur le canapé tandis que Hayters et moi examinions sa collection d'armes à feu. « À propos, dit le colonel, je vais emporter là-haut un de ces revolvers pour le cas où nous aurions une alerte. »« Une alerte ?» m'écriai-je. « Oui, nous avons eu récemment une petite alerte. Le vieil Acton, qui est l'un de nos gros bonnets du comité, a été cambriolé lundi dernier. Il n'y a pas beaucoup de dégâts, mais les voleurs n'ont pas encore été arrêtés. Pas de piste ?» interrogea Holmes en lançant un coup d'œil au colonel. « Pas jusqu'ici, mais c'est une affaire insignifiante, un petit fait divers de campagne, tout à fait indigne, monsieur Holmes, de retenir votre attention après cette grosse affaire internationale. » Holmes écarta de la main le compliment, mais son sourire montra qu'il y était sensible. « Pas de détails caractéristiques ? » « Ma foi, non, les voleurs ont mis à sac la bibliothèque et ils n'ont guère été récompensés de leur travail. Toute la pièce a été mise sans dessus-dessous, et les tiroirs ouverts. Les papiers dispersés, pour le butin que voici, un volume dépareillé de l'Homère de Pope, 2 chandeliers en doublé, un petit baromètre en chêne et une pelote de ficelle. « Quel curieux assortiment !» murmurai-je. « Oh, les cambrioleurs ont évidemment mis la main sur ce qu'ils pouvaient emporter. » Sur son canapé, Holmes émit un grognement. « La police locale devrait tirer quelque chose de cela, » fit-il. « Voyons, il est clair que... » Mais je levai un doigt menaçant. « Vous êtes ici pour vous reposer, mon cher. Au nom du ciel, ne vous jetez pas sur un nouveau problème quand vos nerfs sont en loques. » Holmes haussa les épaules, lança du côté du colonel un regard empreint de résignation comique, et la conversation dévia vers des sujets moins dangereux. Le destin voulut cependant que ma vigilance professionnelle eût été dépensée en pure perte, car le lendemain matin, le problème nous assaillit de telle manière qu'il ne nous fut pas possible de l'ignorer. Et notre séjour à la campagne prit une tournure tout à fait imprévue. Nous étions en train de prendre notre petit déjeuner quand le maître d'hôtel du colonel fit dans la salle à manger une entrée bruyante, très incompatible avec sa réserve habituelle. « Vous savez la nouvelle, monsieur ? Chez les Cunningham, monsieur. » Le colonel s'immobilisa avec sa tasse de café entre la table et sa bouche. « Un cambriolage ? Un meurtre !» Le colonel siffla entre ses dents. « Nom d'un chien !» s'écria-t-il. « Qui a été tué ? Le juge de paix ou son fils ?»« Ni l'un ni l'autre, monsieur. C'est William le cocher. D'un coup en plein cœur, monsieur. Mort sans dire un mot. »« Qui l'a tué ? » ?»« Le cambrioleur, monsieur. Il a disparu. Il venait de fracturer la fenêtre de l'office quand William est arrivé. William a perdu la vie en défendant le bien de son maître. »« Quelle heure était-il ? » ?»« Cette nuit, monsieur, vers minuit. »« Bien, nous irons faire un tour là-bas, tout à l'heure, » dit le colonel avec un grand sang-froid. Il attendit que le maître d'hôtel fût sorti pour ajouter. « Sale histoire, c'est un personnage très influent par ici, ce vieux Cunningham. De plus, un brave homme. Il sera fort affligé, car le cocher était à son service depuis de nombreuses années, et c'était un excellent serviteur. Nous nous trouvons devant les mêmes brigands qui ont cambriolé la maison d'Acton. »« Et qui ont volé cette collection si particulière ?» demanda pensivement Holmes. « Exactement. Peut-être la chose est-elle d'une simplicité enfantine. Tout de même, à première vue, elle apparaît plutôt bizarre, n'est-ce pas ? Normalement, une bande de cambrioleurs opérant dans une région ne pratique point 2 fois la même ville à quelques jours d'intervalle. Elle a intérêt à transporter plus loin le théâtre de ses exploits. Quand avez-vous parlé hier soir de prendre des précautions, j'ai pensé que Reigate était sans doute la dernière paroisse de l'Angleterre qui intéresserait le ou les voleurs. Décidément, j'ai encore beaucoup à apprendre. Il s'agit d'un professionnel local, dit le colonel. Les maisons d'Acton et de Cunningham sont évidemment celles qu'il aurait choisies. Elles sont de beaucoup les plus grandes du pays. Et les plus riches ? Elles devraient l'être, mais leurs propriétaires sont tous deux engagés depuis des années dans des procès, qui les ruinent à mon avis. Le vieil Acton revendique la moitié du domaine des Cunningham. Des 2 côtés, les hommes de loi se font payer cher.
Si c'est un coquin des environs, il ne devrait pas y avoir de grandes difficultés à lui mettre la main dessus, fit Holmes en réprimant un bâillement. Ne vous inquiétez pas, Watson, je n'ai nulle envie de m'en mêler. L'inspecteur Forester, monsieur, annonça le maître d'hôtel en ouvrant la porte. Le représentant de la police officielle, jeune, présentant bien, l'œil vif, pénétra dans la pièce. Bonjour, colonel, j'espère que je ne vous dérange pas trop, mais nous avons appris que M. Holmes de Baker Street se trouvait ici. Le colonel désigna mon ami. L'inspecteur s'inclina. Nous avons pensé, M. Holmes, que peut-être vous voudriez bien faire quelques pas avec moi. Le sort est contre nous, Watson, s'écria Holmes en riant. Nous étions en train de discuter de l'affaire quand vous êtes entré, inspecteur. Consentiriez-vous à nous donner quelques détails? Quand je le vis s'adosser contre la chaise dans l'une de ses attitudes favorites, je compris que le cas était désespéré. Nous n'avions aucun indice dans l'affaire Acton, mais ici, nous avons de quoi marcher, et sans aucun doute, dans les deux affaires, il s'agit de la même bande. L'homme a été vu. Ah, oui, monsieur, mais il a détalé comme un daim après avoir tiré le coup de feu qui a tué net le pauvre William. Monsieur Cunningham l'a vu de la fenêtre de sa chambre, et monsieur Alec Cunningham l'a vu de la porte de service. Il était minuit moins le quart, quand l'alerte a été donnée. Monsieur Cunningham venait de se mettre au lit, et monsieur Alec, en robe de chambre, fumait une pipe. Tous les deux ont entendu William le cocher appeler au secours, et monsieur Alec est descendu 4 à 4 pour voir ce qui se passait. La porte de service était ouverte. Quand il arriva au bas des marches, il vit deux hommes qui se battaient dehors. L'un des deux hommes tira un coup de feu, l'autre tomba. Le meurtrier se rua dans le jardin et escalada la haie. M. Cunningham, de la fenêtre de sa chambre, aperçut le bandit quand il atteignit la route, mais il le perdit de vue presque immédiatement. M. Alex s'arrêta pour regarder s'il pouvait porter secours au mourant, si bien que le meurtrier pût s'échapper. En dehors du fait qu'il était de taille moyenne et vêtu d'étoffe sombre, nous n'avons pas d'autres indications. Mais nous nous livrons à une enquête serrée, et s'il est étranger au pays, nous le trouverons bientôt. Que faisait là ce William? A-t-il dit quelque chose avant de mourir? Pas un mot. Il habite avec sa mère la loge du concierge. C'est un serviteur très dévoué. Aussi pensons-nous qu'il s'était dirigé vers la maison pour voir si tout était normal. Vous comprenez, l'affaire Acton avait alerté tout le pays. Le cambrioleur venait de forcer la porte de service. La serrure a été effectivement forcée, quand William lui est tombé dessus. Est-ce que William a dit quelque chose à sa mère avant de sortir? Elle est très vieille et sourde. Impossible d'obtenir d'elle la moindre indication. Le choc de la mort de son fils l'a assommée, mais je crois qu'elle n'a jamais été très vive d'esprit. Cependant, il y a un élément extrêmement important. Regardez. Il tira de son carnet de notes un petit morceau de papier déchiré et il l'étala sur son genou. Ce bout de papier a été trouvé entre le pouce et l'index de la victime. Il semble que ce soit le fragment angulaire d'une feuille plus grande. Vous remarquerez que l'heure qui y est indiquée est exactement l'heure à laquelle le pauvre diable est mort. Vous voyez que son meurtrier a pu lui arracher le reste du feuillet, à moins que William n'ait arraché ce fragment à son assassin. À lire ces 4 bouts de ligne, on dirait qu'il y a eu rendez-vous. À 11h03, apprendrez beaucoup utile. Holmes s'empara du papier. En supposant qu'il s'agisse d'un rendez-vous, poursuivit l'inspecteur, on peut admettre que ce William Kerwan, en dépit de sa réputation d'honnêteté, ait été de mèche avec le voleur. Il a pu le rencontrer là-bas, ou a pu l'aider à forcer la porte. Et ensuite, ils ont bien pu se quereller. Ce papier présente un intérêt extraordinaire, murmura Holmes, en l'examinant avec une intense concentration d'esprit. Nous nous trouvons dans des eaux beaucoup plus profondes que je ne l'aurais cru. Il se plongea la tête dans les mains, tandis que l'inspecteur souriait complaisamment devant l'effet que produisait son affaire sur le célèbre spécialiste de Londres. « Votre dernière remarque, dit bientôt Holmes, relative à la possibilité d'une entente entre le cambrioleur et le cocher, et concluant que nous ayons là un billet de rendez-vous entre eux, est ingénieuse. Je ne dis pas que l'hypothèse est improbable, mais ce papier nous ouvre. À nouveau, il enfouit son visage dans ses mains, et il demeura quelques minutes enfermé dans ses pensées. Quand il releva la tête, je fus surpris de voir ses joues aussi colorées, ses yeux aussi brillants qu'avant sa maladie. Il sauta sur ses pieds avec toute sa vieille énergie. « Je vous dirai quoi ?» reprit-il.
J'aimerais examiner tranquillement les détails de l'affaire. Il y a quelque chose qui me fascine. Si vous m'y autorisez, colonel, je vais vous laisser avec mon ami Watson et vais faire un tour avec l'inspecteur pour vérifier quelques-unes de mes idées fantaisistes. Je serai de retour dans une demi-heure. 1 heure et demie s'écoula avant que l'inspecteur ne revint. Il était seul. Monsieur Holmes est en train de faire les 100 pas dans le champ, expliqua-t-il. Il désire que tous les 4 nous nous rendions ensemble à la maison. Chez monsieur Cunningham? Oui, monsieur. Pourquoi faire? L'inspecteur haussa les épaules. Je l'ignore totalement, monsieur. Entre nous, je crois que monsieur Holmes n'est pas tout à fait rétabli de sa maladie. Il s'est conduit d'une façon bizarre et il est très excité. Je ne crois pas que vous ayez besoin de vous inquiéter, dis-je. D'habitude, il y a toujours de la méthode dans sa folie. Certains pourraient dire qu'il y a de la folie dans sa méthode, marqua l'inspecteur. Mais il est tout feu tout flamme pour partir. Colonel, si vous êtes prêt, nous ferions mieux d'y aller. Nous retrouvâmes Holmes dehors. Il arpentait le champ. Il avait le menton enfoncé dans sa poitrine, les mains enfouies dans les poches dans son pantalon. L'affaire prend de l'intérêt, dit-il. Watson, votre promenade à la campagne sera une réussite remarquable. J'ai passé une matinée charmante. Vous vous êtes déjà rendu sur les lieux du crime? Demanda le colonel. Oui, l'inspecteur et moi avons effectué une petite reconnaissance. Couronné de succès? Ma foi, nous avons vu des choses très intéressantes. Tout en marchant, je vous dirai ce que nous avons fait. D'abord, nous avons vu le cadavre de ce malheureux. Il est certainement mort d'une balle de revolver, comme on vous l'a dit. Vous en doutiez? Oh, il est toujours préférable de tout vérifier. Notre examen n'a pas été inutile. Nous avons eu ensuite une petite conversation avec M. Cunningham et son fils, qui nous ont montré l'endroit exact où le meurtrier est passé dans sa fuite, à travers la haie. Ça a été passionnant. Naturellement. Mais nous avons vu la mère du pauvre diable. Elle n'a pu nous donner aucun renseignement, tant elle est vieille et faible. Et le résultat de vos investigations est que... Une conviction. Ce crime n'est pas banal. Peut-être la visite que nous allons faire apportera-t-elle un élément qui la rendra moins obscure. Je crois que nous sommes bien d'accord, inspecteur, sur l'importance extrême à attacher au fragment de papier trouvé dans la main de la victime, et sur lequel était écrite l'heure précise de sa mort. Il devrait nous donner une indication, monsieur Holmes. Il nous donne une indication. La personne qui a écrit ce billet est celle qui a tiré William de son lit à cette heure-là. Mais où est le reste de cette feuille de papier? J'ai examiné le sol très soigneusement dans l'espoir de trouver l'autre morceau, murmura l'inspecteur. Le papier a été arraché de la main du mort. Pourquoi quelqu'un tenait-il à l'avoir? Parce que le papier l'incriminait. Qu'en a-t-il fait? Il l'aura sans doute mis dans sa poche, sans remarquer qu'un coin manquait, et était demeuré dans la main du mort. Si nous pouvions récupérer le reste de ce feuillet, nous avancerions à grands pas vers la solution du problème. Mais comment arriver à la poche du criminel avant d'avoir attrapé le criminel? Oh, cela vaut la peine d'y penser. Il y a un autre point évident. Le billet a été envoyé à William. L'homme qui l'a écrit ne le lui a pas remis. Sinon, il aurait communiqué son message verbalement, et non par écrit. Qui a donc transmis le billet? Ou bien serait-il arrivé par la poste? Je me suis livré à une enquête là-dessus, répondit l'inspecteur. William a reçu hier une lettre par le courrier de l'après-midi. Il a détruit l'enveloppe. Excellent, s'écria Holmes, en tapant sur le dos de l'inspecteur. Vous avez vu le facteur? C'est un plaisir de travailler avec vous. Bon, voici la loge. Si vous voulez bien me suivre, colonel, je vous ferai les honneurs de la scène du crime. Nous dépassâmes la petite villa où avait vécu le cocher assassiné, et nous montâmes, dans une allée bordée de chênes, vers une belle vieille maison, construite au temps de la reine Anne. La date de Malplaquet était inscrite sur le fronton de la porte. Holmes et l'inspecteur nous firent faire le tour de la demeure, jusqu'à ce que nous arrivions à une porte latérale. Quelques mètres carrés de jardin la séparaient de la haie qui longeait la route. Un policier se tenait en faction à la porte de service. « Ouvrez la porte, je vous prie, » dit Holmes. « Maintenant, vous voyez cet escalier. C'est de ces marches que le jeune Cunningham aperçut le des hommes qui luttaient à l'endroit où nous sommes. Le vieux M. Cunningham se tenait à cette fenêtre, la deuxième sur la gauche. Il a vu le meurtrier s'enfuir jusqu'à la gauche de ce buisson. Le fils l'a vu aussi. Ils sont tous les deux formels à propos du buisson.
Puis M. Alec accourut s'agenouiller à côté du cocher blessé. Le sol était très dur, comme vous pouvez le constater. Il n'y a pas d'empreinte pour nous guider. Tandis qu'il parlait, 2 hommes descendirent l'allée du jardin, après avoir contourné la maison. L'un était âgé, il avait la tête puissante, des traits burinés, des paupières lourdes. L'autre était un jeune homme vif, dont l'expression, souvent riante, gouailleuse, contrastait étrangement avec la nature de l'affaire qui nous avait amenés dans sa maison. « Encore là-dessus, alors ?» fit-il en s'adressant à Holmes. « Je croyais que vous autres gens de Londres étiez imbattables. Vous n'avez pas l'air d'avancer bien vite. »« Ah, il nous faut accorder un peu de temps, » répondit Holmes d'une voix enjouée. « Vous en avez besoin, » déclara le jeune Alec Cunningham. « Dites, je n'ai pas l'impression que nous possédions le moindre indice. »« Un seul, » répondit l'inspecteur. « Nous pensons que si seulement nous pouvions trouver... » « Mon Dieu, monsieur Holmes, que se passe-t-il » Le visage de mon pauvre ami avait pris un aspect épouvantable. Ses yeux étaient révulsés. Ses traits se tordirent sous l'effet de la souffrance. En poussant un gémissement étouffé, il s'écroula par terre. Effrayés par la soudaineté et la violence de cette crise, nous le transportâmes dans la cuisine sur un large fauteuil, où pendant quelques minutes il respira lourdement. Finalement, après s'être excusé de sa faiblesse, il se remit debout. « Watson vous dira que je relève d'une maladie pénible, » dit-il. « Je suis encore sujet à ces soudaines crises nerveuses. »« Voulez-vous que je vous fasse reconduire dans mon cabriolet ?» proposa le vieux Cunningham. « Eh bien, puisque je suis ici, il y a un point à propos duquel je voudrais être fixé absolument. Nous pouvons le vérifier très facilement. » « De quoi s'agit-il ?»« Voilà. Je me demande si l'arrivée de ce pauvre William a eu lieu avant ou après l'entrée du cambrioleur dans la maison. Vous semblez tenir pour certain que, bien que la porte eût été forcée, le voleur n'a jamais pénétré à l'intérieur. »« Cela me paraît évident, » répondit gravement M. Cunningham. « Voyons, mon fils Alec n'était pas encore au lit. Il aurait certainement entendu du bruit. Où était-il assis ? Dans mon cabinet de toilette, en train de fumer. Quelle fenêtre ? La dernière à gauche, à côté de celle de mon père. Vos lampes, chez vous et chez votre père, étaient-elles allumées ? Sans aucun doute. Il y a décidément quelques points singuliers dans cette affaire, fit Holmes en souriant. N'est-il pas extraordinaire qu'un cambrioleur et un cambrioleur non dépourvu d'expérience entrent de force dans une maison alors que 2 lumières lui indiquent que 2 membres de la famille sont encore debout et devaient avoir un fameux sang-froid. N'est-ce pas? Si l'affaire n'était pas bizarre, nous nous serions abstenus de faire appel à vous, dit M. Alec. Mais pour en revenir à votre idée que le cambrioleur a dévalisé la maison avant d'être surpris par William, je la trouve absurde. N'aurions-nous pas trouvé les lieux en désordre et remarqué qu'il manquait des objets? Cela dépend des objets, répondit Holmes. Rappelons-nous que nous avons affaire à un cambrioleur d'un type un peu spécial et qui semble travailler d'une manière particulière. Considérez par exemple l'étrange assortiment qu'il a emporté de la maison d'Acton. Qu'est-ce qu'il y avait? Une pelote de ficelle, un pèse-lettres et je ne sais quoi. Nous nous en remettons entièrement à vous, monsieur Holmes, dit le vieux Cunningham. Tout ce que vous suggérerez, vous ou l'inspecteur, sera certainement fait. En premier lieu, j'aimerais que vous offriez une récompense vous-même, car la police mettra du temps à fixer la somme. Il convient d'agir au plus vite. J'ai préparé une formule. Voudriez-vous la signer? 50 livres suffiront, je pense. J'en donnerai volontiers 500, dit le juge de paix, en prenant la feuille de papier et le crayon que Holmes lui tendait. Mais ceci n'apparaît pas tout à fait correct, ajouta-t-il en parcourant le papier. Je l'ai écrit assez vite. Voyez, vous commencez ainsi. Attendu que, vers minuit 3/4, une tentative, etc. Or, il était minuit moins le quart, 11h 3/4 si vous préférez. Cette erreur me contraria, car je savais comme Holmes était sensible à toute défaillance de sa part. Il était célèbre pour la précision quant aux faits. Décidément, la maladie l'avait secoué. Ce simple petit incident me montrait éloquemment à quel point une convalescence prolongée lui serait salutaire. Pendant quelques instants, il demeura embarrassé. L'inspecteur leva le sourcil. Alec Cunningham éclata de rire. Le vieux monsieur corrigea l'erreur et rendit le papier à Holmes. «
Faites-le imprimer le plus tôt possible, dit-il. Je crois que votre idée est excellente. Holmes rangea soigneusement le papier dans son portefeuille. Et maintenant, dit-il, ce serait une bonne chose si nous visitions ensemble toute la maison, afin de nous assurer que ce cambrioleur, un tant soit peu excentrique, n'a rien emporté. Auparavant, Holmes examina la porte qui avait été forcée. Il était évident qu'un couteau robuste ou une cisaille avait été enfoncé, et que la serrure avait été repoussée. Les traces sur le bois étaient encore visibles. « Vous ne mettez pas de barre, par conséquent ?» demanda Holmes. « Nous ne l'avons jamais jugé nécessaire. »« Vous n'avez pas de chien ?»« Si, mais il est attaché à l'autre côté de la maison. »« Quand les domestiques se retirent-ils ?»« Vers 10 heures. »« D'habitude, William était couché à cette heure-là ?»« Oui. »« Il est curieux que cette nuit précisément il ait été debout. À présent, monsieur Cunningham, je serais très heureux si vous vouliez bien nous faire visiter votre maison. » Un couloir dallé, où débouchaient les cuisines, menait par les escaliers en bois directement au premier étage de la maison. Sur le palier aboutissait un deuxième escalier plus décoratif, qui venait du vestibule de devant. On y voyait les portes du salon ainsi que de plusieurs chambres, dont celle de M. Cunningham et de son fils. Holmes avançait lentement, observant toute l'architecture de la maison. D'après l'expression de son visage, je compris qu'il était sur une piste chaude, mais que j'imaginais guère la direction où l'engageaient ses déductions. « Mon bon monsieur, s'écria non sans impatience M. Cunningham, ce n'est sûrement pas nécessaire, ma chambre est là, au bout des marches, et celle de mon fils est la suivante. Je laisse à votre bon sens le soin de dire si le voleur a pu monter sans que nous l'ayons entendu. Vous devriez faire demi-tour et chercher une autre piste, je crois, fit le jeune Cunningham avec un sourire malicieux. Je vous demanderai pourtant de tolérer encore un instant mon caprice. J'aimerais par exemple voir jusqu'où s'étend le champ visuel à partir de ces fenêtres. Ceci est la chambre de votre fils, demanda Holmes en poussant la porte. Et voici le cabinet de toilette où il était assis en train de fumer, quand l'alarme fut donnée. Sur quoi donne la fenêtre? Il traversa la chambre, ouvrit une porte, et jeta un coup d'œil dans la pièce attenante. « J'espère que vous êtes satisfait maintenant, interrogea avec humeur M. Cunningham. « Merci, je pense que j'ai vu tout ce que je désirais voir. Si c'est absolument nécessaire, nous pouvons entrer dans ma chambre. Si cela ne vous dérange pas trop. » Le juge de paix haussa les épaules, et il nous conduisit dans sa propre chambre, fort confortablement meublée. Pendant que nous la traversions en direction de la fenêtre, Holmes ralentit pour se mettre à ma hauteur, en queue du groupe. Au pied du lit, il y avait une petite table carrée qui supportait une carafe d'eau et un panier d'oranges. En passant à côté d'elle, Holmes, à ma grande stupéfaction, se pencha et la renversa. La carafe se brisa en 1000 morceaux, et les fruits roulèrent dans toutes les directions. « C'est malin, Watson !» s'exclama-t-il froidement. « Vous avez bien arrangé le tapis. » Tout confus, je me baissai et commençai à ramasser les fruits. Certes, j'avais deviné que pour un motif quelconque, mon compagnon désirait que j'assumasse la responsabilité de cette maladresse. Les autres firent avec moi la chasse aux oranges et nous remîmes la table d'aplomb. « Tiens !» s'écria l'inspecteur. « Où est-il passé ?» Holmes avait disparu. « Attendez-moi ici, fit le jeune Cunningham. Ce type, à mon avis, n'est pas dans son assiette. Venez avec moi, papa. » Ils se précipitèrent hors de la chambre. Nous demeurâmes tous trois, le colonel, l'inspecteur et moi, à nous regarder stupéfaits. « Ma foi, je commence à croire que M. Halleck a raison, » murmura l'inspecteur. « C'est peut-être une conséquence de sa maladie, mais tout de même. » Il s'arrêta court. Un cri, presque un hurlement retentit. « Au secours, à l'assassin !» Comme un fou, je me précipitai dans le palier, car j'avais reconnu la voix de mon ami. Les cris s'étaient transformés en gémissements rauques et inarticulés. Ils provenaient de la pièce que nous avions visitée en premier. Je me ruai à l'intérieur, puis dans le cabinet de toilette. Les deux Cunningham étaient penchés au-dessus du corps prostré de Sherlock Holmes. Le fils lui serrait la gorge à deux mains. Le père lui tordait un poignet. En un éclair, nous les eûmes arrachés à leur proie. Holmes se mit sur ses pieds, très pâle, visiblement épuisé, il chancelait. « Arrêtez ces hommes, inspecteur, haleta-t-il. »« Sur quelle accusation ?»« Celle d'avoir assassiné leur cocher, William Kirwan. » L'inspecteur le considéra avec ahurissement. « Allons, allons, monsieur Holmes, fit-il. Je suis sûr que, réellement, vous ne voulez pas dire que... »
Non? Mais regardez-les, voyons, cria Holmes. Jamais figures humaines ne confessèrent plus clairement l'aveu de culpabilité. Le vieux Cunningham semblait pétrifié. Son visage buriné était empreint d'une dureté mauvaise. Le fils avait perdu toute sa jactance, toute sa gouaille. Dans ses yeux noirs luisait la férocité d'une dangereuse bête sauvage qui déformait ses traits. L'inspecteur ne dit rien, mais il alla vers la porte et sortit son sifflet. 2 de ses agents arrivèrent aussitôt. « Je n'ai pas le choix, monsieur Cunningham, fit-il. J'espère que tout ceci se terminera par l'éclatante démonstration de votre innocence. Mais vous pouvez voir que... Ah! Vous voudriez... Lâchez-moi ça! » Il lança sa main en avant et un revolver que le jeune homme venait d'armer tomba sur le plancher. « Gardez cette pièce, dit Holmes, qui mit le pied dessus. Elle sera utile au procès. Mais voici ce dont nous avions surtout besoin. » Il leva en l'air un petit bout de papier chiffonné. « Le reste du feuillet ?» s'écria l'inspecteur. « Oui, exactement. »« Et où était-il ?»« Là où j'étais sûr qu'il se trouvait. Je vais tout vous expliquer. Je pense, colonel, que vous et Watson pourriez rentrer maintenant. Je vous rejoindrai dans 1 heure au plus tard. L'inspecteur et moi devons avoir un petit entretien avec les prisonniers. Vous me verrez certainement pour le déjeuner. » Sherlock Holmes tint parole. Vers 1 heure, il pénétra dans le fumoir du colonel. Il était accompagné d'un vieux monsieur qu'il présenta comme monsieur Acton, dont la maison avait été le théâtre du premier cambriolage. « Je désirais que monsieur Acton fût présent pour écouter ma démonstration, dit Holmes, car tout naturellement les détails ne lui sont pas indifférents. Je crains, mon cher colonel, que vous ne regrettiez amèrement l'heure où vous avez accueilli l'oiseau des tempêtes que je suis. » « Au contraire, répondit chaleureusement le colonel, je considère comme un grand privilège d'avoir été le témoin de vos méthodes de travail. J'avoue qu'elles dépassent tout à fait mon attente et que je suis parfaitement incapable de comprendre comment vous êtes parvenu à ce résultat. Je n'ai pas encore vu les vestiges d'un indice. J'ai peur que mes explications ne vous déçoivent, car j'ai toujours eu pour habitude de ne rien cacher de mes méthodes à ceux qui, comme mon ami Watson ou tout autre, s'y intéressent intelligemment. Mais tout d'abord, comme je suis encore sous le choc des coups que j'ai reçus, dans le cabinet de toilette, je crois, colonel, qu'une rasade de votre cognac me fera grand bien. Mes forces ont été soumises à une rude épreuve. Je croyais que vous étiez débarrassé de ces crises nerveuses. Sherlock Holmes rit de bon cœur. Nous en parlerons tout à l'heure, dit-il. Je vais vous faire un petit récit chronologique de l'affaire pour vous montrer les divers éléments qui m'ont guidé. Si quelque chose ne vous paraît pas tout à fait clair, ayez l'amabilité de m'interrompre. Dans l'art du détective, il est excessivement important de distinguer entre les faits qui ne sont que des incidents et les faits essentiels. Sinon, l'attention et l'énergie se dissiperaient au lieu de se concentrer. Pour cette affaire, depuis le début, je n'ai pas eu le moindre doute. La clé de l'énigme devait être cherchée dans le bout de papier que la victime avait en main. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous faire remarquer que si le récit d'Alec Cunningham avait été correct, et si l'agresseur, après avoir tué William Kirwan s'était immédiatement enfui, il n'aurait pas pu arracher et déchirer le papier que tenait le mort, si ce n'était pas lui. C'était donc Alec Cunningham en personne, car, avant que le vieux Cunningham fût descendu, plusieurs domestiques seraient accourus. C'est un détail simple, mais l'inspecteur l'a négligé parce qu'il est parti de l'hypothèse où ces gros bonnets du pays n'avaient rien à voir avec cette affaire. Or, moi, je me fais une règle de n'avoir aucun préjugé et de suivre les voies que m'ouvrent les faits. C'est pourquoi, tout au début de mon enquête, je me suis un peu méfié du rôle qu'avait joué M. Alec Cunningham. Alors j'ai étudié de près le bout de papier que l'inspecteur nous avait montré. Tout de suite, je fus persuadé que c'était un document fort intéressant. Le voici. N'observez-vous rien de très suggestif? L'écriture est bien irrégulière, dit le colonel. Mon cher monsieur, s'écria Holmes, il ne peut pas y avoir de plus léger doute. Il a été écrit par 2 personnes, chacune traçant un mot. Quand j'aurai attiré votre attention sur la barre accentuée dans les mots « 3 » et « utile » et sur la fine barre du « T » dans le mot « car », vous en serez convaincu. Une très brève analyse vous permettrait d'affirmer que les mots apprendrez et beaucoup sont écrits d'une main ferme, tandis que le mot car est tracé d'une main moins sûre.
plus débile. « Mais c'est clair comme le jour, s'écria le colonel. Pourquoi diable se mettre à deux pour écrire une lettre? Voilà, c'était une vilaine affaire. L'un des deux, celui qui se méfiait de l'autre, était résolu à ce que chacun eût sa part égale à ce qui arriverait, mais des deux, celui qui écrivait trois et utile était certainement l'instigateur du coup. Comment êtes-vous parvenu à cette conclusion? Nous pourrions le déduire simplement par la comparaison du caractère des deux écritures, mais nous possédons des motifs plus valables que ce qui ne serait en somme qu'une supposition. Examinez soigneusement ce bout de papier. Vous constaterez que l'homme à la main ferme a écrit des mots le premier, en laissant des blancs pour que l'autre les remplisse. Ces blancs n'ont pas toujours été assez longs. L'homme à la main plus faible a eu du mal, par exemple, à intercaler son « heure » entre 11 et 3, mot qui, indubitablement, avait été tracé avant. Je dis donc que l'homme qui a écrit ces mots, le premier, est assurément l'homme qui a machiné l'affaire. « Excellent !» s'écria M. Acton. « Mais très superficiel » ajouta Holmes. « Venons-en à présent à un élément d'importance. Vous ignorez peut-être que le calcul de l'âge d'après l'écriture est presque devenu une science exacte. Normalement, on peut, presque à coup sûr, dire l'âge d'un homme à 10 ans près. Je répète, normalement. Car il y a des cas de maladie ou de déficience physique où se trouvent reproduits des signes de sénilité, même lorsque le sujet est jeune. Mais dans notre affaire, en examinant l'écriture ferme et décidée de l'un, et l'écriture plus hésitante de l'autre, lisible certes, mais dont l'été ont presque perdu les barres, nous pouvons affirmer que l'un était jeune et l'autre d'un âge avancé, quoique encore vert. « Excellent !» s'écria à nouveau M. Acton. Un autre point, toutefois, est d'intérêt plus subtil et supérieur. Entre ces deux écritures, il existe des analogies. Elles émanent donc de deux êtres de même sang. Cela apparaît nettement dans le « e » grec qui leur est commun. Mais d'autres ressemblances moins affirmées indiquent la même chose. Je suis absolument sûr qu'il existe une particularité familiale dans les deux spécimens d'écriture. Je ne vous livre naturellement que les principaux résultats de mon examen. J'ai fait 23 autres déductions qui intéressent surtout les experts spécialistes. Toutes tentent à me confirmer dans l'impression que les Cunningham, père et fils, étaient les auteurs de cette lettre. Étant arrivé jusque-là, il me restait bien sûr à examiner les détails du crime et à savoir comment ils pouvaient nous aider. Je me rendis à la maison avec l'inspecteur et je vis tout ce que j'avais à voir. La blessure sur le cadavre avait été provoquée et je l'ai déterminée avec une certitude absolue par un coup de revolver tiré à peu près à 4 mètres. Il n'y avait pas sur les vêtements des traces de noircissement causées par la poudre. Alec Cunningham avait donc menti quand il avait déclaré que les deux hommes étaient aux prises quand le coup avait été tiré. D'autre part, le père et le fils étaient d'accord sur l'endroit où l'homme se serait enfui par la route. Or, à cet endroit, il y a un fossé qui était plein de boue, mais où manquaient les empreintes que j'aurais dû trouver s'ils avaient dit la vérité. Jamais un inconnu n'était intervenu dans l'affaire. J'avais encore à découvrir le mobile du crime. Dans ce but, je m'astreignis d'abord à déceler la raison pour laquelle un cambriolage avait été commis chez M. Acton. D'après ce que le colonel nous avait dit, j'ai compris qu'un procès vous mettait aux prises, M. Acton avec les Cunningham. Tout de suite, j'eus l'idée qu'ils avaient forcé votre bibliothèque avec l'intention d'emporter un document qui aurait été d'importance pour la suite des débats judiciaires. C'est exact, répondit M. Acton. Leurs intentions étaient nettes. J'ai des droits bien établis sur la moitié de leur domaine actuel. S'ils avaient pu trouver un certain papier qui, par chance, était dans le coffre de mon avoué, ma position aurait été fort affaiblie. Nous y voilà, fit Holmes en souriant. C'était une tentative dangereuse, trop hardie. Et je retrouve l'influence du jeune Alec. N'ayant rien découvert, ils ont essayé d'éloigner les soupçons, en agissant comme des vulgaires cambrioleurs. C'est pourquoi ils ont pris ce qui leur est tombé sous la main. Tout cela est assez clair, mais tout à l'heure était encore assez obscur. Ce que je voulais surtout, c'était récupérer le papier, la partie manquante du billet. J'étais persuadé qu'Alec l'avait arraché de la main de la victime et presque certain qu'il l'avait fourré dans une poche de sa robe de chambre. Où l'aurait-il mis ailleurs?
Toute la question était de savoir si elle s'y trouvait encore. Cet objet méritait un effort. Voilà pourquoi nous sommes tous allés dans la maison. Les Cunningham nous rejoignirent dehors, près de la porte de la cuisine. Il ne fallait absolument pas leur rappeler l'existence de ce papier. Sinon, ils le détruiraient aussitôt. L'inspecteur était sur le point d'y faire allusion en leur expliquant l'intérêt que nous lui attachions. Un hasard bienveillant voulut que je subisse une sorte de syncope, que le trajet de la conversation s'en trouva modifié. « Grand Dieu !» s'exclama le colonel en riant. « Est-ce à dire que nous avons gaspillé notre sympathie et que votre syncope était une comédie ?»« Formidablement bien joué du strict point de vue professionnel, m'écriai-je en contemplant avec admiration cet homme dont l'astuce m'étonnerait toujours. « Il y a des comédies utiles, » répondit Holmes. Quand je me relevai, je tenais toute prête une ruse dont je ne suis pas mécontent pour amener le vieux Cunningham à écrire le mot « car ». Je voulais absolument le comparer avec le mot « car » écrit sur le papier. « Oh, quel âne j'ai été !» soupirai-je. « J'ai bien vu votre commisération à propos de ma faiblesse d'esprit, » fit Holmes en riant. « J'étais désolé de vous faire ce petit chagrin, inspiré par la sympathie que vous me portez. Nous sommes montés ensemble, je suis entré dans la chambre, j'ai vu la robe de chambre suspendue derrière la porte, j'ai renversé une table pour détourner quelques instants leur attention, et je me suis défilé pour inspecter les poches. À peine avais-je déniché le papier qui se trouvait, comme je m'y attendais, dans l'une d'elles, que les deux Cunningham se jetèrent sur moi. Je crois véritablement qu'ils m'auraient bel et bien tué si vous n'étiez pas venu à mon secours, avec autant de rapidité que d'efficacité. En ce moment encore, je sens sur ma gorge les doigts du jeune homme. Le père me tordit le poignet pour me faire lâcher le papier. Ils avaient compris que j'avais percé leur secret. Passant du sentiment de la plus parfaite sécurité à celui du désespoir, ils agirent en désespérés. J'ai eu un petit entretien avec le vieux Cunningham ensuite, pour me faire préciser le mobile du crime. Il se montra assez raisonnable alors que son fils, parfait démon, aurait fait sauter la cervelle de tout le monde s'il avait pu mettre la main sur le revolver. Mais quand Cunningham vit que les charges qui pesaient sur lui étaient écrasantes, il entra dans la voie des aveux. Il semble que William ait secrètement suivi ses deux maîtres pendant la nuit où ils se livrèrent à leur expédition chez M. Acton. Et comme il les tenait en son pouvoir, il essaya en les menaçant de les faire chanter. Mais M. Halleck n'était guère homme à supporter ce jeu. De sa part, ce fut un trait de génie de distinguer dans l'épouvante que les cambrioleurs avaient semé dans le pays l'occasion de se débarrasser de l'homme qu'ils redoutaient. William fut attiré dans un guet-apens et exécuté. S'ils avaient seulement récupéré tout le billet qui lui assignait un rendez-vous, et s'ils n'avaient pas négligé quelques petits détails, il est fort possible qu'ils n'eussent jamais été soupçonnés. « Et ce fameux billet ?» demandai-je. Sherlock Holmes le plaça devant nous, en rapprochant les deux morceaux. « Voici ce que nous lûmes. Si vous voulez vous trouver à 11h15 à la porte de service, vous apprendrez quelque chose qui vous étonnera beaucoup et qui vous sera utile, à vous ainsi qu'à Annie Morrison, mais n'en parlez à personne. » C'est bien ce que je supposais, dit Holmes. Bien sûr, nous ne connaissons pas encore les relations qui ont pu exister entre Halleck, Cunningham, William Kirwan et Annie Morrison. À le considérer que le résultat, le piège avait été adroitement tendu. Je suis sûr que vous serez ravis, par les signes d'hérédité que révèlent les P et les Q, l'absence des points sur les I dans les mots écrits par le vieux Cunningham est non moins caractéristique. Watson, je crois que nos petites vacances à la campagne m'ont admirablement réussi. Je rentrerai à Baker Street en pleine forme dès demain. Fin.